Bonjour à tous, vous êtes sur spikeseduction.com, c'est l'émission de la sociologie contemporaine entre les hommes et les femmes. Je vous rappelle que c'est déjà l'épisode 6 de la saison numéro 1. Alors, au programme aujourd'hui, une revue de la presse masculine, aussi minimaliste qu'elle soit, elle existe bel et bien. GQ, lui, Néon et enfin Management. On va essayer de faire un tour d'horizon du masculin 2015 et évidemment, on va se plonger dans les coulisses des relations hommes-femmes, passer à la loupe de notre sociologue préféré, Stéphane Edouard. Bonjour Stéphane. Bonjour Léo Ducanel. Alors, on commence avec le magazine GQ qui, comme d'habitude d'ailleurs, nous propose un ensemble de montres au prix tout à fait exorbitant. D'ailleurs, on se demande quelle frange de ces lecteurs peut encore s'offrir des montres à 4 chiffres. Alors bien sûr, le prix le plus bas, c'est 1400 €, ça va jusqu'à 7950 €. Alors, vas-y, parle, moi je fais la potiche. Voilà, alors Stéphane tient le magazine, et quand on voit ces montres, ça nous fait penser aussi aux dernières innovations technologiques qu'il y a eu ces derniers temps. On pense montres connectées. Et Apple a sorti il y a quelques jours l'Apple Watch. Donc je sais que tu avais fait un article sur la sociologie des montres. Qui portait quoi selon un petit peu alors qui la potiche, portait j'ai pas Rolex. l'habitude, du coup la potiche, je sais plus quoi faire du truc. Donc si je te le mets là, tu vas rien voir à ton plan. Donc c'est je bon, te le mets en dessous. Alors, qui portait quoi suivant les Rolex, les Tissot, les machins, les trucs. Et cette nouvelle montre connectée, et à la fois qui va de 399 € pour la moins chère et de 18 000 € pour celle qui est cerclée d'or, qui va porter cette nouvelle montre connectée? Les fashionistas, les BCBG, les geeks. Quelle va être la sociologie de cette nouvelle montre connectée? C'est une très bonne question que je commençais à me poser vu le tapage absolument récurrent, énorme et quotidien qu'on a sur cette montre, au point de se demander si Apple n'a pas des liaisons directes avec les directeurs d'antenne des médias pour imposer une communication pareille. C'est quasiment du jamais vu sur un produit qui n'est pas encore sorti et dont on le rappelle qu'il n'a aucune fonctionnalité nouvelle par rapport à un iPhone. Donc c'est un iPhone miniature sur un bracelet avec un boîtier de matériaux divers. L'article sur la sociologie des montres et de qui porte quoi a beaucoup, à mon énorme surprise, autant je savais que celui sur cette raison de ne pas choisir une femme russe buzzerait et serait provoquant et a provoqué, je le savais. Autant je savais que quand il y a 10 ans, il y a 9 ans maintenant, j'ai demandé à un ami qui fréquentait beaucoup Mythique de nous écrire Je nique sur Mythique. Voilà, qui étaient les articles les plus commentés du site. Oui, oui, ben je crois que là on est au demi-million de vues, pas de likes parce qu'à l'époque ça n'existait pas, et puis on reparlera du problème du like, mais on a passé le demi-million de vues il y a déjà assez longtemps maintenant. Je me demande si on n'est pas en route vers le million. Bref. Autant je savais que certains sujets étaient propices au débat, et le débat sur Internet, sous la tragédie, puisque c'est une tragédie de l'identité masquée, du pseudo, du non-visage, tourne à l'insulte unilatérale tout de suite. Autant j'ignorais que qui porte quoi, qui porte quelle montre, allait me valoir autant d'insultes. Je suis très régulièrement insulté sur ce sujet, et bizarrement par les deux camps. C'est-à-dire par les no-watch. Ceux qui n'ont pas de montre. Voilà, par les gens qui n'ont pas de montre ou qui ont une montre offerte par le tonton. Celles qu'ils ont achetées à l'aéroport, 25 voilà, €. la Festina offerte par le tonton ou la Casio achetée à l'aéroport. Encore non, parce que la Casio est hipster. À la gare. La non-Casio qui est même pas hipster, qui est même pas Swatch. Mais je crois que c'est cool maintenant, Swatch. Bref, en tout cas, autant par ceci. Qui reproche d'évoquer un petit peu comme toi des montres à 4 chiffres, et de l'autre côté par les collectionneurs et les connaisseurs de montres qui évidemment ne voient dans mon article que la jalousie de quelqu'un qui n'en a pas. Donc j'ai édité l'article en disant que vous êtes bien gentil, j'ai la chance que mon travail plaise et que mon travail fonctionne, et j'ai la chance de pouvoir m'offrir les montres que je veux, donc vous vous trompez un petit peu d'argument en disant que c'était de la frustration mal digérée. Ceci étant dit, pour revenir à ton Apple Watch, Je ne l'ai pas encore. Il faut comprendre qu'Apple a un énorme retard à rattraper dans ce domaine, parce que normalement, la sociologie du qui porte quoi, comme tu dis, est très associée à la séquence historique
que la montre a réussi à communiquer ou pas. Par exemple, tout le monde connaît, peut-être même toi dont on sent que ce n'est pas ton thème de geekerie préféré, Non. tout le monde connaît l'histoire de la Reverso. Non, alors, je ne la connais pas. Les gagnants du concours, là, ils ne connaissent pas l'histoire de la Reverso non plus? Oui, parce que je précise que si vous jouez au concours qu'on organise à chaque fois, vous pouvez gagner des petits lots et aussi remporter le droit de venir assister à l'enregistrement de ce podcast. Ouais, et en plus, vous êtes du meilleur côté parce que nous, on est face néon. On a 12 néons sur la gueule, on brille, c'est très difficile. Eux, ils sont du meilleur côté, ils n'ont pas les néons. Là où il fait frais. Voilà, là où il fait frais. Donc, j'ai perdu mon fil. C'est là que j'ai besoin de Léo. Reverso. Voilà, l'histoire de la Reverso, c'est que, vrai ou pas, en tout cas, sa réversibilité, on pouvait la reverser parce qu'on jouait au polo à l'époque. Enfin, les acheteurs de cette montre, ou les gens qui la portaient jouaient au polo, ils voulaient la protéger des éclats de pierre, de poussière, de ce qui pouvait abîmer l'écran, donc on l'a retournée. Et tant qu'à faire, pour pas avoir une surface moche et vide, on faisait graver ses initiales, son nom, un message ou quelque chose. Donc on voit qu'il y a en général une raison historique qui donne lieu à une contrainte technologique, que cette contrainte technologique renvoie, ou il y a un lien direct entre cette contrainte technologique et qui la porte. Par exemple, la montre de plongée sous-marine, la montre de polo, la montre de l'alpiniste. Et elle répondait à un besoin avant d'appartenir à une classe sociale. Et que cette classe sociale s'identifie autant aux besoins qu'à son ambassadeur. Ces ambassadeurs étant, alors on rentre direct dans le vif du sujet, mais ça c'est Léo qui me plonge dans les questions difficiles dès le début. Donc, question était tout à fait simple. Donc, besoin technologique et ambassadeur, l'ambassadeur pouvant être un ambassadeur spontané, c'est-à-dire un comédien, un acteur, un sportif qui décide de mettre une montre sur un tournage. Il se trouve que le tournage a un succès incroyable, explose, et que tout à coup la montre devient emblématique, comme la Submariner du Dr No, comme la montre de Steve McQueen dans Bullitt. On ne peut pas prévoir le succès d'un film à l'avance, et tout à coup cet ambassadeur spontané devient un ambassadeur sponsorisé. Il y a 3 ambassadeurs en fait, si on fait de la sociologie un peu du marketing et des marques. Tu as l'ambassadeur spontané, le mec cool, qui a un goût, une personnalité, un univers intérieur, qui met une montre, qui met un produit, le film explose, le média explose, la pièce explose, le livre explose, et génère une fascination autour de ce produit. Tu as l'ambassadeur suggéré, ça c'est en général la stratégie des petites marques, qui est de guetter, on est à l'époque du Festival de Cannes, là, qui s'apprête à commencer, qui est de guetter la montée sur scène d'une star et de lui filer le produit en lui suggérant très très fort de le porter. Et il y a l'ambassadeur, si je me souviens bien de mes cours de sociologie des marchés, exactement, sponsorisé. Alors, normalement, la montre de luxe, c'est un beau mouvement dans un beau boîtier. Alors tu as certaines marques qui vont essayer de le contourner en vendant des très beaux, des pauvres mouvements made in China dans des beaux boîtiers, mais normalement, au-delà des 5 chiffres, c'est incontournable. C'est un beau mouvement dans un beau boîtier. Donc je pense que cette montre sera... Je prends un pari très risqué. Prenons le pari. On pourra me remettre cette vidéo dans la figure si je me trompe, et je l'accepterai avec plaisir. Je pense que la version or aura du succès. C'est à 18 000. Oui, je pense que les versions les plus chères auront du succès. Je pense que les versions les moins chères en auront moins, car leur valeur ajoutée est plus faible. Et finalement, entre une Swatch et un iPhone et la montre de base à 400 €, il n'y a pas une énorme différence. Je pense que le succès sera des versions les plus chères, achetées par des hommes, pour une clientèle féminine à logique F, one button, bling bling, qui va s'exhiber sur les réseaux sociaux avec sa montre en or et la porter dans la piscine, pour bien montrer qu'on en a rien à foutre. Des petits cœurs, parce que je sais qu'on peut envoyer des petits cœurs. C'est ça, et qui va utiliser cette montre pour sa fonction de symbole social et de sursocialisation avec, voilà, quand je te disais les selfies, je me suis peut-être trompé parce que j'ai pas regardé les specs, mais l'envoi de cœur, l'envoi de toutes ces âneries qu'on va s'envoyer avec. Les petits dessins. Et est-ce que tu penses d'ailleurs que ça peut être une nouvelle sorte de médium dans un... Alors c'est peut-être un peu lire dans une boule de cristal, mais une médium pour socialiser
que sont ces petits dessins, ces cœurs. Est-ce que c'est encore un nouveau pont type applicatif, mais qui là se déporte sur le poignet et qui pourrait être encore un nouveau stratagème pour aller à la rencontre? Alors là, sans doute, tu me colles parce qu'il faudrait que je sache exactement ce qu'on peut faire avec. Je pense que non, puisque ça fait quand même des années qu'on peut se bluetoother et qu'on peut tous se connecter de mobile à mobile. T'as jamais vu deux personnes dans le train ou dans l'avion en train de se bluetoother les mobiles. Donc je pense que non, ça restera de l'ordre du gadget, mais que les versions les plus futiles et les plus illogiques du point de vue de l'amateur de montre, c'est-à-dire un boîtier extrêmement cher, voire même beaucoup trop cher, et un mécanisme de base purement digital, ne peuvent plaire qu'à une clientèle de filles. Donc on verra sur des vrais collectionneurs et des vrais passionnés de montres, si on voit des Apple Watch, j'en doute fort. Très bien. Alors, donc c'était la sociologie des montres, hein, je vous le rappelle, GQ, d'ailleurs c'est le seul article intéressant. Fais voir ce qu'il recommande. Alors ça va de la Tissot, je sais pas s'il y a une Rolex d'ailleurs, voilà. Donc il nous recommande une Oyster, oui, très originale, hein, ça fait 30 ans que Mais ça c'était tu vois la Oyster, ça c'était ma première montre. Oui, mais le design a quand même changé depuis 30 ans. Il y a pas tellement, c'est les mêmes proportions. Il y a pas le petit cercle vert. Non, mais c'est parce qu'ils veulent donner l'impression aux possesseurs d'Oyster qu'ils ont une Submariner, un petit peu comme Porsche, fait entre la Cayman et la 911. Moi, c'était ma première montre, j'avais une Oyster de 67 ou 68 avec le cadran or et le bracelet acier. D'ailleurs, c'est marrant parce que tu vois ce bleu-là, oui, qui est le bleu des écrans Macintosh, pas Macintosh Apple, mais Macintosh hi-fi, est un bleu qui devient la couleur cool, qui devient un petit peu le regarde, qui devient une sorte de bleu acier un petit peu plus, c'est même plus qu'acier, plus gentil. C'est un bleu d'ampli Macintosh. Voilà, si vous ne savez pas ce que c'est qu'un ampli Macintosh, vous tapez Blue Macintosh Amp sur Google et vous verrez, c'est un bleu d'ampli Macintosh qui est la nouvelle couleur cool, la nouvelle couleur fraîche, et que l'on associe, enfin tu as l'impression que c'est très moderne, c'est le bleu des années 70 en fait. Hein. C'est ce bleu-là, c'est comme très... Oui, bah de toute façon c'est toujours un recommencement. Donc il nous recommande une Oyster bleue, bon super, hein, en 78 c'était déjà comme ça. Il nous recommande une Seamaster noire, ouais, très originale, une Tissot avec des montres en acier et une Jaeger. Est-ce que finalement c'est très varié ou en fait ça correspond exactement à la même typologie de personnes? Non, c'est très homogène, à part la Tissot, qui est une montre habillée, mais ça fait assez longtemps que les hommes mettent des montres sport avec des tenues habillées. C'est une sélection très conservatrice, très peu originale, sur uniquement des modèles acier. C'est une sélection qui n'a aucun risque en fait. Et qui, à la limite, qu'un connaisseur de montres connaît déjà. Donc qui n'apporte rien à quelqu'un qui connaît les montres. Et qu'un débutant serait une erreur de dépenser autant dans des... Et qu'un étudiant ou qu'un jeune actif ne peut pas s'offrir. En tout cas pas dans ces versions-là. Donc je ne comprends pas très bien l'intérêt, mais c'est récurrent, je te l'ai déjà dit à maintes reprises. C'est sans doute cette éternelle loi du commerce, de la publicité, du marketing qui veulent qu'on... Un petit peu comme en photo, on fait la balance des blancs, en fait on fait la balance des prix sur l'objet le plus cher. Donc on met dans le magazine un yacht, un hélicoptère, une Porsche et une montre, et une Rolex. Et donc après, quand on te vend une paire de chaussettes à 19 €, tu te dis, bon, c'est pas cher 19 €. En fait, c'est très cher, ça fait 120 francs une paire de chaussettes. Je me souviens plus combien ça fait en francs. Alors, on va rester... pas né. On va rester dans l'habillement, et parce que je vais faire un glissement sur mon plan, parce que je vois que tu portes un t-shirt tout à fait curieux. Je me demande d'où il vient. Un secret, c'est peut-être le mien. Qu'est-ce qui c'est marqué Méniste? Alors je sais pas si on voit bien à la caméra. Oui, parce que Léo m'a donné un t-shirt, mais en fait il y a une tache. Donc c'est pour ça que je mets mes bras comme ça, c'est pour pas qu'on voit que je porte un t-shirt sale. Voilà. Méniniste, alors mouvement, c'est pas vraiment un mouvement d'ailleurs. Une mouvance très peu connue en France, mais beaucoup plus aux États-Unis, qui se veut, je le précise, la parodie sur un ton de second degré, surtout pas de premier degré, de ce que peut être le féminisme. D'ailleurs, on remarque que les féministes, ce qui leur manque le plus, hein, à part l'intelligence et la logique, c'est l'humour et le second degré. Et ben alors, surtout qu'elles n'aillent pas sur le Twitter qui s'appelle #méniniste, parce que si elles n'ont pas de second degré, alors là, c'est sûr, on va tous se faire décapiter. Hein. Envoie-les ailleurs, alors donne-leur une alternative. Sur quoi on va quand on n'a pas de #everyday sexisme, là elles vont tout de suite trouver leur bonheur.
que j'ai lu encore cet après-midi, qui n'est d'ailleurs pas que du côté féminin, il montre aussi des petites inégalités aussi du côté des hommes. Alors on a parlé des montres, on a parlé du magnifique t-shirt de Stéphane. On va passer à un magazine beaucoup plus intéressant que GQ, qui d'ailleurs, alors je vous ai fait le cadeau de ne pas vous parler de l'article de Maya Mazorette, qui parlait encore une fois de pénis, qui était très peu intéressant. Tu voulais rajouter quelque chose? Non, je voulais montrer l'article de Maya Mazorette, dans mon rôle de potiche. Alors il est très... C'est la première émission où l'invité principal est également la potiche. Il est très peu intéressant, cet article. C'est étonnant de sa part. Il y en a qui sont plus... Voilà. Donc on a une belle photo de gland, enfin une représentation. Elle nous compte, alors je l'ai lu quand même, hein, elle nous compte que, en gros, que voilà, prenez soin, enfin, soyez hygiénique entre votre entrejambe et tout va bien se passer, et ça fera le bonheur des dames. Ça peut pas être tout ce qu'on y apprend, finalement. Bah écoute, je pense que c'est un petit peu la révolution, c'est la révolution de cette dernière année, quoi. C'est vraiment un conseil qui valait une page inédit, inconnu, voilà. C'est ça qui est bien avec les conseils séduction féminin, c'est que c'est toujours de l'inédit, voilà. Et c'est jamais vulgaire. Toujours. Ouais. Et puis il est souriant ce blond à capuche. Donc on te fait un bonjour Maya. Maya, d'ailleurs, tu ne m'as toujours pas répondu. Ça fait maintenant 4 ans que je t'ai envoyé mon livre. Tu aurais pu avoir au moins la politesse de dire merci. Oui, livre que d'ailleurs je recommande, qui est très bon. C'est le seul livre que j'ai lu plusieurs fois. Alors, on passe cette fois-ci... Avec ton cahier de texte. J'avais pas de cahier de texte, j'avais un agenda. On passe cette fois-ci à un magazine qui est beaucoup plus intéressant. C'est très bien Néon. Oui, bah oui, c'est très bien Néon. D'ailleurs, le papier est un petit peu une espèce de toucher. Qui n'est pas comme les autres papiers, c'est plus agréable. Oui, d'ailleurs je vais m'abonner à Néon et je passe un petit coucou à Sophie qui m'a fait découvrir on lui passe le bonjour. Sophie va devenir notre mascotte. Oui. Ou notre muse, parce que mascotte ça fait un peu dindon. Eh bah, viens Sophie. Excuse-moi Sophie, c'est comme muse. Alors Néon, le magazine des nouveaux adultes, ce que vous êtes certainement, il me semble que c'est les nouveaux adultes qui font partie de notre lectorat et nos auditeurs, en grande majorité. Alors, on découvre page 18, si tu veux aller page 18, j'y vais. Un chiffre tout à fait édifiant sur les entreprises américaines. Alors, ah oui, c'est bien lisible ça, à la caméra de loin, ça je pense. Alors non, le chiffre il est là, mais il faut le cacher sinon ils vont le voir, il est entouré. Alors je vais demander à nos invités s'ils ont un avis sur le pourcentage de femmes qui sont PDG dans les 1500 plus grandes entreprises américaines. Je répète la question, quel est le pourcentage de femmes PDG dans les 1500 plus grandes entreprises américaines? À 2% près. À 2% près. Alors ils réfléchissent. C'est pas 1%. 1%. 5 du coup. 5. Et bah c'est Rémi qui a gagné. Puisque c'est 4,1%. Mais ils sont tombés super près quand même. Enfin, moi je m'attendais à 30, 10, 20, 50. Non. Eh ben, ils sont meilleurs sociologues que toi, c'est dire. Alors, 4,1% des PDG des 1500 plus grandes entreprises américaines avec une plus belle tache sont des femmes. Alors, pourquoi ce chiffre si bas, Stéphane? Est-ce que les femmes sont rejetées aux portes de responsabilité? Est-ce que c'est une misogynie des classes dirigeantes ou alors est-ce qu'elles seraient moins attirées par des postes de haute responsabilité? Bon, moi je trouve que c'est un chiffre qu'on peut voir de deux côtés. On peut le voir comme bas, on peut le voir comme haut également. À l'aéroport, je voyais encore tout à l'heure, toujours dans ce même esprit de bridage, cette campagne Science Needs Girls ou Science needs Women. Dans mon école, on n'entend que ça. Oui, mais la réalité, c'est pas Science needs Women, c'est Scientists need Women. Ouais, parce que qu'ils deviennent un petit peu plus cool. Parce que la science, depuis à peu près la première invention technologique qui doit être le feu et la seconde qui doit être la roue, ou vice-versa, 99, je sais pas combien des inventions sont l'œuvre de cerveaux masculins qui, jusqu'à preuve du contraire, ne sont pas des cerveaux malades et tout fonctionne. Et ces inventions fonctionnent bien et sont utilisées à la fois par ces hommes, d'autres hommes et par des femmes. Donc c'est pas Science needs women, la science marche très bien sans les femmes, c'est Scientists need women parce que les scientifiques n'arrivent pas à se reproduire.
Pourquoi? Parce que, ils ont une logique en général très masculine, dont on apprend en séminaire chinois à longueur de temps, si je mange des voyelles, c'est difficile, ça rend la compréhension difficile, qu'elle est profondément et complètement incompatible avec la logique féminine, sans un décodeur et un adaptateur, qui s'appellent tonton Stéphane et tonton Léo. Et secondo, le scientifique, niché, calé, noyé dans la solitude de l'intelligence, n'a ni l'aura, ni le statut social, ni la reconnaissance qu'a le trader ou le spéculateur, et donc il n'a pas de meuf. Quand on part du principe que, les femmes sont arrivées beaucoup plus tard que les hommes sur le marché du travail, en gros dans les années 70, post-révolution sexuelle, c'est-à-dire qu'on n'a plus besoin de rester à la maison à subir une dépendance réelle ou augmentée ou inventée. Au contraire, on va sortir et travailler. Je laisse, afin de ne pas être taxé de ce que je ne suis pas, je laisse les internautes aller chercher les sources de ce mouvement de révolution du travail par la femme, et je les laisse aller voir qui a sponsorisé ces mouvements. Je les laisse taper des mots-clés dont on ne sait même pas si on a le droit de les prononcer, comme Rockefeller ou ce genre de choses-là. Je décline toute responsabilité sur la nature des sites qui pourraient remonter. Ouais, t'as un bandeau qui défile. À l'évocation de ces mots. Donc, les femmes sont arrivées plus tard sur le marché du travail, donc les postes à responsabilité étaient par définition pris, et donc il y a une variable d'ajustement qui s'appelle le temps, et qui fera que ce chiffre de 4,1 augmentera. Ne peut qu'augmenter. Ceci étant la première partie de ma réponse. La seconde partie de ma réponse est qu'il faut être très naïf, très idéologisé ou très con, ou les trois à la fois, pour croire que ce qui est très possible et très fréquent, pour croire que ce 4,1 deviendra un 40 ou un 50, ce qui serait la répartition statistique homme-femme de la population. Le plafond de verre de l'entreprise, qui est le plafond au-delà duquel on dépasse la niche, l'espace des cadres dirigeants, associés, créateurs d'entreprise, est un lieu où fondamentalement et symboliquement on tue. C'est un lieu de guerre, c'est le lieu de la haute trahison, c'est le lieu de la guerre sans merci. C'est-à-dire que c'est une bataille de territoire. On capture les ressources de l'autre en lui capturant les membres de son équipe. C'est une bataille d'influence. C'est un univers de guerre symbolique où l'associé, le partenaire, le collaborateur est un ennemi à abattre par tous les moyens. Or, F-Pur, dans son logiciel, n'a pas la guerre. F-Pur, c'est le contraire. Donc en réalité, toutes les femmes de pouvoir, ou toutes les femmes cadres dirigeantes ont toujours et systématiquement, et démontrez-moi le contraire si vous ne me croyez pas, une énorme part masculine. Et ça va de Margaret Thatcher il y a 20 ans à Marine Le Pen, en passant par Angela Merkel. C'est-à-dire qu'une femme, même féminisée, même féminine et apprêtée, du moment où elle a besoin d'utiliser son logiciel de répartie de cadre dirigeante, devient un homme, et s'exprime comme un homme, pense comme un homme, et a le même degré d'amoralité et d'impureté et de violence symbolique qu'un homme. Et alors, est-ce que ça serait pas possible que finalement ce terrain de bataille, où tu dis qu'il faut se battre, et voilà, change dans un terrain qui serait plus favorable à ce que tu disais aux femmes, et dans lequel elles se sentiraient plus à l'aise de percer ce plafond de verre? C'est ce qu'on appelle la féminisation de la société, contre laquelle... D'ailleurs, pour essayer d'être fin et pas binaire, personne n'est réellement contre la féminisation et personne n'est contre les femmes, ce qui serait une absurdité sans nom. Tout le monde, les gens intelligents ne sont ni contre l'un ni contre l'autre, ils sont contre l'absence de discernement. Le discernement est un mot que tu retrouves sur mon site depuis quasiment le premier article. 1995. Windows 1.0. Exactement. L'absence de discernement est également la phrase que tu retrouves dans le dernier article d'Alain Valterio, ce psychiatre
psychanalyste jungien à qui j'essaie de donner un écho en France, car il en a finalement assez peur de ses frontières. Dans un magazine suisse. La CF, notre page Facebook. Là, vous devez liker, si vous êtes intelligent et que vous avez du discernement. Likez également cette vidéo, profitez-en et abonnez-vous pour recevoir les prochaines. Et l'absence de discernement, c'est très drôle, car c'est également... Je voulais en faire un article, et puis l'actualité m'a dépassé par son train d'enfer, est également la plainte qu'une élue, qui s'appelle Sophie de Menton, a exprimée au regard de l'agressivité, une femme, oui, Sophie, oui. Au regard de l'agressivité qu'elle a reçue de la part des féministes, après son tweet, c'est pas si désagréable de se faire siffler dans la rue. Hashtag plutôt sympa. Hashtag plutôt sympa. C'est-à-dire que le marqueur des gens intelligents, c'est le discernement, ou plutôt la requête, la demande, presque, on supplie presque les lecteurs, auditeurs et téléspectateurs de faire preuve de discernement. C'est le marqueur d'un raisonnement de qualité, un petit peu comme on a la charte produits frais, AOC, bio, ce que vous voulez. Le marqueur d'un raisonnement de qualité, c'est 1, en général sa longueur, 2, sa complexité, parce qu'on ne peut pas tout résumer en 20 secondes, 2, sa complexité, 3, son refus de la binarité, et 4, son éternelle complainte du manque de discernement des gens. Et d'ailleurs, à ceux qui se plaignent que je me plaindrai trop, quand on se plaint pas, c'est qu'on est mort. Alors, ce fameux magazine Néon, que je remontre, cette belle couverture, avec un grain tout à fait particulier. En page 22, Néon a eu le bon goût, je trouve, de remettre au goût du jour ce qui se faisait avant pour se faire rencontrer des gens, à l'époque où même Internet n'existait pas, et d'ailleurs je crois qu'il y a une revue, je me demande pas si c'est le Chasseur français, qui perpétue cette tradition des annonces, pas matrimoniales, mais de rencontres, où les gens, alors là je montre à la caméra, où ils postent une petite photo d'eux avec une description. Donc là on a deux garçons et une fille. C'est quoi le premier? C'est un garçon ou une fille? Alors c'est Lirène, il s'appelle, et qui semble être un garçon, me semble-t-il. Non, c'est une fille. Non, c'est un garçon. Non, ah oui, c'est écrit garçon, ouais. C'est un garçon. Voilà. Et donc, sur cette page 22... C'est un garçon, mais le dernier truc fou qu'il a fait, c'est d'aller à Milan, sur un coup de tête, voir son ex-copain. Donc c'est un garçon qui aime les garçons. Voilà. Alors du coup, nous ce qui nous intéresse, c'est la fille qui est au milieu. Ce que son ex dirait de lui, qu'il est trop intelligent. Et trop modeste. En plus. Alors... Est-ce que tu veux qu'on parle du garçon ou de la fille alors? Non, non, mais le mec me fascine en fait. Je ne savais pas que les garçons qui aimaient les garçons... Le mec me fascine parce que... Ouais, il me fascine parce qu'il m'évoque cette sortie d'un vieux monsieur qui s'appelle Giorgio Armani et qui s'est fait vilipender par la presse italienne quand il a dit que les homosexuels devraient arrêter de s'habiller comme des homosexuels et devraient vivre leur sexualité dans leur intimité. Ils n'avaient pas besoin de le montrer au monde entier par des codes vestimentaires très efféminés, et il pouvait s'habiller comme tout le monde. Et il s'est évidemment fait lyncher. Plus que lyncher, on a limite appelé à la démence, il est sénile, il perd la tête, etc. Très bien. Alors je sais pas si Giorgio Armani perd la tête. Alors, donc on revient à notre amie Laetitia, qu'on ne connaît pas évidemment. Alors, pourquoi on va parler de Laetitia? Parce que elle a droppé, enfin elle a mis dans sa description des phrases tout à fait intéressantes qui, je me suis dit, passer aux lunettes d'un sociologue pourrait être assez intéressantes. Tiens, tu veux les lunettes du sociologue? Je veux bien les lunettes du sociologue. Alors je sais pas si elles me vont très bien. Alors je vois plus rien, ça va être très T'es complètement horrible. Aveugle. T'es horrible avec les lunettes. Alors par contre tu dois vraiment rien voir sans lunettes. La sociologie c'est comme ça, faut être très myope en fait. Si t'es pas très myope, t'es un mauvais sociologue. Alors, Laetitia, une brune avec un sourire avec des fossettes. Elle est pas mal. Hein. Et voilà. Elle a l'air... C'est une petite retenue quand même. Hein. Attends, je montre à la caméra comme chez Ardisson. Laetitia est intéressante. Laetitia, elle a un côté underrated, un peu Girls Next Door. On se demande juste par contre son choix de chemisier sur la photo, c'est très étrange, on dirait une chemise en tweed d'homme. Elle a des petits problèmes avec
C'est peut-être la chemise de son ex. Oui, mais c'est très étrange quand même pour une photo de profil de se montrer sous un genre comme ça un petit peu indéfini. Bref, excuse-moi. Alors, vas-y. Céline Dion. Ah, non, c'est moi qui lis. Alors, donc Laetitia, elle a 23 ans, elle fait 1m65. Elle se cherche, Laetitia, ça se voit. Ah, je sais pas. Bah, déjà, si elle pose une annonce dans un magazine... Non, si elle pose une annonce, c'est qu'elle cherche quelqu'un. Mais moi, je te dis qu'elle cherche quelqu'un, mais elle cherche surtout elle-même. Alors, on va voir. Donc, elle cherche un garçon, entre guillemets, je cite ce qu'elle nous dit. Un garçon avec qui profiter du moment présent. Son pire défaut, ce qui découle finalement, l'impatience. Son goût vestimentaire. Son pire défaut, c'est l'impatience. Le dernier truc qu'elle a fait, tout plaqué, comme notre amie Lirène, tout plaqué pour partir en stage dans le sud, dans une boîte qui fait des accessoires de glisse parce qu'elle adore le surf. Ce qu'elle fait en cachette, c'est qu'elle regarde L'amour est dans le pré, très intéressant, et ce qu'elle racontera jamais au mec qui l'attire, c'est qu'elle est un mur en début de relation et qu'elle se dévoile pas facilement. Et aussi, ce que son ex dirait d'elle, pétillante mais dure à suivre, faut un décodeur. Alors est-ce que tu veux être le décodeur pour savoir là t'es en train de me faire un petit test de langage des femmes pour Exactement. voir si je suis pas rouillé et si j'ai pas oublié mon séminaire langage des femmes. Est-ce que Stéphane est rouillé? Alors, la première. Si un jour vous tombez sur Laetitia, qu'est-ce qu'il faut en conclure? Change de chemise déjà. Alors, une fois qu'elle a changé de chemise, oui. Une fille qui nous dit que elle est impatiente et qu'elle veut un garçon pour profiter du moment présent. Alors, je veux profiter du moment présent dans le langage des femmes d'une fille de 23 ans veut dire... Étudiante en communication. Mais elles sont toutes étudiantes en communication, elles ont toute l'omniscience de la psychologie de la communication. C'est-à-dire que même quand elles ne l'étudient pas, elles la connaissent quand même. Excuse-moi de faire une digression, mais là, tu m'obliges. La F pure se caractérise par son omniscience des sujets de la psychologie de la communication. C'est-à-dire qu'elle préempte un droit d'exprimer un avis supérieur au tien, en dépit du fait que tu es sociologue, psychologue, psychanalyste ou que sais-je, parce que ses ovaires et son vagin lui donnant le genre de femme, elle a priorité sur tous les avis de l'ordre psychologique et de l'ordre de la communication et de l'ordre de l'éducation des enfants, par son statut de femme, ce qu'on appelle l'omniscience sur les sujets féminins. Très bien. Donc du coup, elle est impatiente, elle veut profiter du moment présent. Alors, donc, test de langage des femmes. Je veux profiter du moment présent signifie que je veux une relation semi-exclusive, et pas tout à fait exclusive, car tout à fait exclusive sous-entendrait une gradation et une progression vers une relation intime avec un secret agenda de mener vers quelque part. Or, son secret agenda est ni le futur à long terme, ni le futur à moyen terme, mais le présent. Donc, mon secret agenda est... Je te coupe, secret agenda, pour ceux qui ne connaissent pas ce mot... Le secret agenda, par définition, secret, vous comprenez. Agenda, on comprend moins, parce qu'en anglo-saxon, ça ne veut pas dire cahier de texte ou emploi du temps, ça veut dire ligne de vie, projet, direction. Donc l'agenda secret, le projet secret d'une jeune femme de 23 ans, donc en fin de phase de dévoiement, oui. En milieu ou fin de phase de dévoiement, CF podcast précédent, qui nous dit « je veux profiter du moment présent », veut dire à un mec que tout dating serait casual, serait engageant à rien. Serait dénué d'engagement, voilà. Que c'est dénué d'engagement et qu'il n'y aura pas que les liens ne se resserreront que dans une certaine limite, et la traduction pour vous, ça veut dire pas trop de charge émotionnelle avec une fille comme ça. Charge émotionnelle? La charge. Ah bah oui, tu me mets des mots-clés et ils vont pas tous comprendre. Eh oui, bah CF, séminaire, les 100 premiers jours, etc., on est là amoureuse, machin. La charge émotionnelle, c'est la connotation des propositions que vous faites. La connotation d'une invitation dans un restaurant n'est pas la même connotation qu'un rendez-vous à domicile. La connotation d'un pique-nique n'est pas la même connotation qu'un rendez-vous au restaurant. La connotation d'un week-end à Venise n'est pas la même connotation qu'un week-end à Parme. Or, il y a quelques dizaines ou centaines de kilomètres entre ces deux villes. La connotation d'un café n'est pas la connotation d'un thé.
la connotation d'un thé n'est pas la connotation d'un chocolat. Ça dépend si entre Earl Grey, thé vert et non. Il n'y a pas de Et donc voilà, ça c'est la charge émotionnelle. La charge émotionnelle demande deux qualités, la connaissance de la logique des femmes, de leurs trois, logique, langage, et une grande subtilité au niveau du champ lexical, pour arriver à comprendre ce qui derrière une invite. Le boulet, le con de base, le con de la rue, là, le harceleur de rue, comme j'en ai encore vu tout à l'heure à Gare du Nord, qu'est-ce qu'il fait? Il propose des cafés. C'est-à-dire qu'il charrie avec lui toutes les propositions de café de boulet qu'elle a entendues depuis qu'elle a 13 ans et ses premières règles. Quoi. Donc, je veux profiter du moment présent, signifie en langage des femmes, attention, je ne cranterai pas émotionnellement, par contre, j'ai un besoin d'accumuler très rapidement de l'expérience afin de passer à ma prochaine phase de vie, de sortir de ma phase de dévoiement et d'être en mesure de repérer CF théorie des camemberts. Me demande pas ce que c'est. Ils iront voir. Ils iront voir. J'ai envie de sortir de cette phase de compréhension de moi-même, plus dévoiement, plus théorie des camemberts, avec un genre. Mais pour l'instant, tu n'es pas mon genre. Tu vas m'aider parce que tu vas me faire ressentir de bien et de mal à comprendre mon genre. Elle cherche le pont qui va lui faire passer de celle qu'elle était enfant à celle qui va lui devenir un peu plus adulte. Ça se voit même dans son langage corporel. Regardez son langage. Ça, c'est. Bon, je ne sais pas si à la caméra on peut zoomer assez, mais ça, c'est le langage corporel de quelqu'un. Même sa tenue, même le choix de l'endroit. Regarde la différence entre le langage corporel de l'Irène, qui a complètement assumé, accepté, identifié qui il était. Ah, c'est ici qu'il faut qu'on montre. Ouais, c'est mieux parce qu'en fait là je peux zoomer alors que là, j'aurais toujours une meilleure image, plus de détails en fait sur ce que vous montrez. D'accord. Ok. Même si c'est plus loin, c'est... Regardez le langage corporel du gay qui a totalement identifié sa sexualité, qui a totalement identifié ses atouts physiques, qui a totalement accepté à la fois son identité, sa recherche, et ça se voit dans sa grande verticalité. Et regardez l'absence de verticalité de cette jeune fille. Regardez le S que fait son langage corporel. Regardez le léger désalignement du menton, la légère lordose cervicale, la légère introversion des épaules, masqué, ça y est j'ai compris, tout cela inconsciemment su et masqué par la chemise de mec trop grande. C'est donc ça. Voilà. C'est un costume. Et d'ailleurs, petit détail iconographique, on voit, alors c'est peut-être sa chambre, je pense que c'est sa chambre. Et toutes les expériences dont elle vous parle, fin de son dévoiement. Toutes les expériences dont elle vous parle sont en photo derrière elle. Et ces photos dont on ne saura jamais ce que c'est, je vous parie que c'est tous ces moments entre virgolettes et comme on dit, de folie entre ses amis et où elle fait la conne. Voilà. Ces photos derrière elle, c'est elle-même, ses amis, ses moments de folie. Et tous ces moments de folie sont en train d'avoir deux rôles. Un, sortir de la phase de dévoiement où elle se rend compte qu'elle est dans une phase de fin de déconstruction. Et deux, identifier en sélectionnant des camemberts sur un camembert. Si vous ne comprenez pas, ben, je suis désolé, on ne peut pas tout réexpliquer dans un podcast, il faut aller sur le site et en séminaire, à identifier son genre de mec. Donc là, elle est en train de passer une annonce sollicitant un garçon, demandant à un homme de lui faire vivre assez de choses en positif et en négatif pour comprendre qui elle veut vraiment. Et en dernière instance, sachant qui elle veut vraiment, se comprendre elle-même. Tu ne vas que vers qui tu admires, et tu n'admires que celui qui a en plus fort que toi des qualités que tu possèdes un petit peu déjà mais que tu estimes te manquer. Tu n'admires pas celui qui a des qualités dont tu es dépourvu, parce que tu ne les vois pas. Sorte de porte-parole. Si tu n'as aucun sens de l'observation, tu n'admireras jamais quelqu'un qui l'a, parce que pour toi ça n'existe pas. Si tu n'as aucun goût, tu n'admireras jamais quelqu'un qui a du goût, parce que ça n'existe pas pour toi. Tu ne peux pas le voir. Tu ne peux admirer que ce que quelqu'un a comme toi, en plus que toi. D'où la fameuse phrase de je sais plus qui, Stendhal ou je sais plus qui, on ne tombe amoureux que de ce qu'on connaît déjà. Un snob ne peut tomber amoureux que d'une princesse. Et donc, bon alors si parmi ceux qui nous regardent, et j'espère qu'ils seront nombreux, qui ont le béguin pour Laetitia, finalement... c'est pas le moment.
Voilà, à t'entendre, c'est pas le moment. C'est un peu... ils savent déjà qu'il y a le panneau stop à la fin et même le mur de béton, quoi. C'est pas le moment. Bah, comme disait l'autre, la tragédie de l'amour, c'est qu'il y a toujours un des deux qui est pas prêt, quoi. Donc en fait, il faudrait qu'ils conseillent à un de leurs ennemis de la contacter, comme ça c'est lui qui fait le sac de dos. Si vous rencontrez dans le métro ou que sais-je Laetitia, là faut attendre 1 an ou 2 minimum, hein. C'est pas mûr là. Qui d'ailleurs habite... bon, on sait pas en fait. Ah si, elle est en stage à Hendaye, je sais pas où c'est. Elle est bretonne. Vous connaissez Hendaye? Je crois que c'est dans le sud-ouest. Ah, ça correspondrait tu t'es à... juste trompé de 800 bornes, c'est pas grave. Non, non, elle dit qu'elle est bretonne dans son petit cœur aussi. Et Hendaye, oui, ça correspondrait d'ailleurs, oui, puisqu'elle dit qu'elle est en stage dans le sud, dans une boîte qui fait des accessoires pour le surf. Donc, allez dans le sud, messieurs, si vous voulez la voir, mais peut-être attendez 1 ou 2 ans. D'ailleurs, elle nous récite une blague qui est pas drôle du tout, que j'ai même pas envie de lire. Alors lis-nous la prochaine phrase que je traduis en langage des femmes parce que j'aime bien oui, ça. Non mais là c'est une blague. Je suis en train de chauffer là au niveau langage des femmes, donc faut pas que je refroidisse. Ce que son ex dirait d'elle, pétillante mais dure à suivre. Il n'y en avait pas une autre avant? Il y avait... Si. T'as pensé m'avoir, hein. C'est un mur en début de relation et qu'elle se dévoile pas... Il n'y en avait pas une autre avant encore. Encore avant Non. Elle dit qu'elle part en stage et qu'elle... Bah si, il y a le pire défaut, l'impatience. J'en ai pas parlé de ça. Le pire défaut, l'impatience. Mais qui est un petit peu pareil que... Alors, l'impatience, traduction, je suis une femme enfant. Je n'ai pas encore compris le principe de la gratification différée. Et je vais très mal fonctionner vis-à-vis d'un homme qui va opérer sur moi du challenge. Du challenge, de la distanciation, me rencontrer, prendre mon numéro et ne pas immédiatement rentrer dans une communication effrénée. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire c'est la génération digitale, quoi. Ça veut dire que c'est une Z qui veut un Z. Pourquoi? Parce que dans la stratégie, stratégie n'étant pas une manipulation consciente, mais étant une succession d'actions cohérentes visant à un but, même inconsciente, de séduction de la génération... C'est quoi moi? Y? X, toi. T'es le plus vieux. C'est X, moi? Bah X, Y et Z. Bon, alors dans la stratégie de séduction... Y finissante. De la génération... Mais non, je suis Y finissant, moi. Alors oui, si tu veux. Dans la génération dans la stratégie de séduction de la génération Y finissante, voire X, X étant l'âge de Don Draper, si tu veux, un X mettra un point d'honneur à exceller dans tout ce que Z déteste. Il mettra un point d'honneur à ne pas s'empresser, il mettra un point d'honneur à différer la gratification, c'est-à-dire à ne la valider, à ne la complimenter, à ne lui faire des cadeaux qu'après une séquence où elle s'est montrée particulièrement donneuse, généreuse, gentille, inventive et créative. À respecter les conventions. À respecter un certain nombre de conventions en termes de charge émotionnelle, en termes de rythme, en termes d'alternance des rendez-vous, en termes d'échange de valeurs, etc. Et tout cela sera entièrement invalidé, critiqué et presque dévalorisé et décrédibilisé par notre Justine, Clémence ou Laetitia. Donc elle nous apprend par son simple mot l'impatience et son refus de la gratification différée que c'est une femme enfant Z qui veut un mec Z. Et qu'une stratégie de séduction X ou Y basée sur le respect du rythme, d'une certaine forme de liberté, d'une certaine forme de distance, d'une certaine forme de mystère cultivé et entretenu, se prendrait un énorme mur dans la gueule immédiatement. Pauvre petit. Alors, bon bah du coup, bonne chance à ceux qui voudraient quand même tenter l'histoire avec notre amie Laetitia. Et d'ailleurs, bah, bonne nouvelle, on arrive... Non, on n'arrive pas parce que j'ai d'autres phrases à traduire. Ah, encore? Mais oui, ça me moi le langage des femmes. Bon, alors, elle se décrit comme un mur en début de relation et qu'elle se dévoile pas facilement. Tu sais, ça me fait penser à ces filles qui disent « Ah, mais il me faut du temps, machin, je suis pas sûr... Oui, alors en général, quand une fille dit qu'il faut du temps, il y a deux explications simples. Un, elle n'est pas intéressée, ou deux, il n'y a rien en fait. Pas il n'y a rien au niveau intérêt, c'est qu'elle n'a rien à dire. Elle n'a rien à dévoiler, elle n'a pas d'univers intérieur et elle joue la montre. Il me faut du temps, montre, jouer la montre. Dans ce cadre-là d'une déconstruction, reconstruction de critères et dans tout ce qu'on a évoqué, j'ai plutôt l'impression que c'est la deuxième option. C'est-à-dire en gros,
me dévoiler est un challenge trop relevé et trop délicat au début, simplement parce que j'ai pas encore les billes, je sais pas qui je suis, je sais pas ce que je veux. Et donc quand on sait pas qui on est, quand on sait pas ce qu'on veut et quand on connaît pas sa valeur ajoutée, qui on est, ce qu'on veut et valeur ajoutée, on devient ce qu'on appelle dans le langage des femmes une chieuse ou une connasse. Et la vulgarité n'est pas de moi, elle est d'elle. Puisque on ne compte plus les sites, pages Facebook et Twitter de la connasse, la femme parfaite est une connasse. Que j'ai lu et que j'ai critiqué sur le site. Les hommes préfèrent les chieuses, je suis une chieuse, elles se définissent elles-mêmes comme ça. Une femme qui se définit elle-même par son statut de chieuse ou de connasse est en réalité une femme qui diffère l'aveu de son néant sartrien. Très bien. Je connaissais pas le néant sans faire sartrien. de l'existentialisme. Bon, et du coup, la dernière phrase, puisque tu y tiens, c'est ce que son ex dirait d'elle. Pétillante, mais dure à suivre, il faut un décodeur. Alors, pétillante en langage des femmes, ça veut dire imprévisible et casse-couille. Très bien. C'est-à-dire que pétillante est une valorisation d'une carence qui est en fait une absence de logique. L'homme est empêtré, non pas seulement en séduction, mais dans sa vie sociale, par sa nécessité que ses actions aient une logique entre elles. La femme, F pure, hein, il n'y a pas la femme et l'homme, souvenez-vous, chacun a deux pôles dans des proportions infiniment diverses, etc. etc. F pur n'a pas cette nécessité de cohérence entre ses actions. Du coup, quelqu'un qui est totalement incohérent, on l'appelle pétillant. Pétillant, ça ne pas confondre avec l'effervescence masculine. L'effervescence masculine, c'est F After Hours de Scorsese, et la capacité à laisser entrer une part d'inconnu très grande dans sa vie. C'est ce qu'a fait notre gay en partant à Milan, rejoindre son copain par exemple sur un coup de tête du soir au lendemain. Oui. L'effervescence masculine est une capacité d'ouverture à l'inconnu et de prise de risque. La pétillance féminine, à ne pas confondre avec l'effervescence, c'est l'incohérence logique entre ses actions. La séduction par l'incohérence logique. Et la seconde partie de la phrase était pétillante mais dure à suivre, il faut un décodeur. Donc dur à suivre confirme ce que je t'ai dit sur pétillante. Dur à suivre parce que le mec il cherche de la cohérence entre les actions, or il n'y en a pas. Et il faut un décodeur, bah ouais. Parce qu'il ne s'intéresse pas au langage des femmes, parce qu'il n'a pas mon matériel, parce qu'il s'en fout et parce qu'il fait au feeling. Donc du coup... Enfin moi il ne me faut pas un décodeur, pour moi c'est clair, hein. Pour moi c'est l'enfance de l'art. Hein. Du coup, si l'ex de Laetitia tombe sur cette vidéo, il peut nous envoyer un message, un mail. Alors il y a très peu de chances qu'il nous voit, mais... Donne l'adresse. L'adresse mail. Oui. Toutes les adresses. C'est elf pour récupérer Laetitia, @mathconsulting.fr, spikeseduction.com. Très bien. Le Twitter d'ailleurs de Spike Seduction, c'est quoi déjà? Je crois que c'est SpikeSed. SpikeSed, si vous voulez nous envoyer, hashtag... on n'a pas fait de hashtag d'ailleurs pour le podcast. Hashtag, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Hashtag relation homme-femme, c'est un peu long. Ouais. Hashtag post-podcast, hashtag... Proposez en dessous. Proposer un hashtag pour cette émission. Ça nous fera très plaisir. Donc, c'était pour Laetitia. Est-ce que tu veux encore une phrase? Parce que là, j'en ai plus noté sur ma feuille. Qu'est-ce qu'elle nous avait dit d'autre? Vas-y, fais-moi rire. Fais-moi rire, je suis chaud là. Qu'elle aime Céline Dion, mais ça, je sais pas si ça va nous apprendre grand-chose. Pas grand-chose. Qu'elle aime regarder The Holiday avec Cameron Diaz et Kate Winslet quand elle a un coup de mou. Ça va peut-être pas nous apprendre grand-chose non plus. Ouais, je sèche là. Et si son haut de pyjama qui fait office de doudou et on... Femme-enfant, t'as vu femme-enfant? T'as vu comme je te l'avais dit ça? Oui, enfin la photo était là. Hein. T'aurais pu le voir, son pyjama. On voit pas, non, je suis désolé, on ne voit pas que c'est un haut de pyjama, on voit que c'est un t-shirt. Avec une photo de chat dessus. Femme-enfant. Voilà. Je crois qu'on a tout dit sur notre amie Laetitia. Ouais, après on passe à Flavien. Un petit mot sur Flavien. Non, il a l'air moins intéressant. Moins intéressant. Bon, bah alors... Déjà, quelqu'un qui se définit comme décalé... C'est qu'il n'est pas du tout décalé. Voilà, déjà il a tout faux, quoi. C'est comme... Il faut se définir comme très conformiste. Tu connais la phrase de Nietzsche? C'est les gens les plus incroyables. Quand on est hors du commun, on n'a qu'une obsession, c'est de vouloir être normal. On doit travailler pour avoir l'air normal. Donc quelqu'un qui se définit comme décalé, avec un trou dans l'oreille et une chemise avec des kakis dessus, ou je sais pas quoi. C'est des poissons. Déjà, il est probablement d'un... Il a des tons et des macros sur sa chemise. D'un conformisme, probablement d'un conformisme absolument affligeant. C'est génial.
Bon. Next. Alors, vous l'avez attendu avec impatience, je l'espère, c'est évidemment le jeu concours. Le jeu concours, Stéphane, tu te souviens ? Moi, je l'ai attendu avec impatience. Je sais que tu l'as attendu avec impatience. On a déjà nos 2 invités, nos 2 ex-gagnants qui sont dans la salle et qui peuvent nous regarder en exclusivité. C'est aussi l'un des lots que vous pouvez remporter. Alors, donc l'ancien gagnant, c'était Simon qui avait décodé le SMS numéro 173. Il est avec nous, comme je vous l'ai précisé. Donc vous pouvez aller relire sa réponse sur Simon, il fait partie du club des couillus, je crois, non? Simon fait partie du club des couillus. J'ai vu sa tête sur le forum. Ouais. Qu'est-ce que le club des couillus d'ailleurs, Stéphane? Le club des couillus, c'est le club de ceux qui en ont marre de s'appeler Dark Vador 666 et de mettre des photos de Batman, Superman ou que sais-je, et qui prennent un prénom normal, voire le leur, et qui mettent une photo de leur visage sur le site, sur le forum, dans leur communication. Ce qui amène tout le monde à être meilleur d'ailleurs. Et je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont fait. Hein. Oui, je suis agréablement surpris, je les félicite, et ça amène à être meilleur, ça amène à être plus sincère, ça amène à ne pas se vanter outre mesure, parce qu'il y a sa gueule à côté, hein, donc on est un petit peu... tout à coup soumis à la loi du physique, à la loi du réel. C'est-à-dire que si on est... si ça avait existé, par exemple, on n'aurait jamais eu quelqu'un qui s'appelle Don Juan sur mon site. Ah bon, mais qui est Don Juan? Rappelle-nous. Bah, tout le monde l'a oublié, mais il a pas mal donné de travail à mes modérateurs pour débroussailler dans le monceau de stupidité qu'il nous a pondu il y a quelques années. Alors, revenons au jeu concours. Alors, le jeu cette fois-ci, c'est donc un homme, donc c'est toujours un SMS. Moi je peux pas jouer. Non, tu ne peux pas jouer. Bon, sinon, j'attends alors. Toi tu t'es invité tout le temps, toi. Alors hein, forcément il faut faire gagner les autres. Un homme est sorti avec une femme pendant 2 mois seulement. Et est-ce que ça serait pas le moment idéal de préciser qu'on est à la recherche de notre intervenante féminine? Si, c'est le moment idéal. Je t'en prie, fais l'annonce. Alors, vous êtes une femme. Femme-enfant, femme-femme ou femme-mère. Vous pensez et vous avez les poils qui se hérissent quand vous m'entendez réagir sur les sujets que propose Léo, et vous pensez que vous seriez plus qu'à votre place, entre nous deux, ou à ma droite ou à ma gauche, pour nous faire part de votre avis, de la pertinence de votre pensée, de la construction de votre logique, de la surpuissance de votre ressenti et de tout ce que vous voulez. Vous êtes la bienvenue. On recherche quelqu'un de fiable, ponctuel et capable d'émettre une pensée cohérente sur des sujets relativement à la fois contemporains et quotidiens, mais aussi relativement dissidents, comme le féminisme, comme la masculinité, la féminité, etc., etc. Vous candidatez, vous postulez à l'adresse que j'ignore, mais vous mettez un petit commentaire en bas et information aussi ou à information au pluriel à spikeseduction.com par exemple. Bref, vous vous faites connaître et on étudiera votre candidature avec la plus grande attention. Exactement. Il faut toujours tendre la main pour montrer qui veut venir ou qui ne veut pas venir. Ça me rappelle le 3e ou 4e article de mon site était une main tendue aux femmes, et j'avais titré cet article Devenez Carrie Bradshaw, hein, parce qu'il y a une dizaine d'années c'était la mode de Sex and the City, et donc dans l'inconscient féminin, le métier de rêve c'était de s'acheter des chaussures, des robes, et puis de faire Carrie Bradshaw, c'est-à-dire d'écrire sur son lit, penché sur son Macintosh comme ça, sur son Apple, pardon, d'écrire des petites réflexions sur les hommes, exactement ce qu'on... Tenir un journal. Voilà, tenir un journal. Et j'ai eu plusieurs dizaines de propositions, à laquelle je répondais systématiquement « Très bien, écrivez-moi une page et montrez-la moi ». Taux d'abandon, 95%. Et les pages que tu avais reçues, elles étaient bien? Est-ce que tu en as lu beaucoup sur le site? De femmes? Oui. Il y a eu un article récent là. Oui, récent, on est en 2015, moi je te parle de 2006. Ah, je sais pas, j'étais pas là encore en non, 2006. les deux articles pertinents de femmes sur le site, on en a eu 2 en près de 10 ans. C'était Diane, il y a... La pute et la fée, ou un truc comme ça là. Elle nous a pondu une série de 5 ou 6 articles d'immense qualité il y a quelques années. Et dernièrement... Attends, je me souviens... Moi je connais son prénom, mais... Oui. Chloé, pardon. Non. Je ne voulais pas dévoiler son prénom, donc c'est un pseudo. Ah. Chloé qui nous a écrit « Séduire une femme stressée et dont j'ai dans ma to-do list de correction de brouillon, j'ai « Séduire une fille qui a du H ». Voilà.
Donc, mesdames, bienvenue dans ce studio pour incarner le point de vue féminin, la féminité, le ressenti, tout ce que vous voulez. Ah. On vous attend avec grande impatience et on débattra avec la plus grande des courtoisies. 1h30 avec plusieurs dizaines de milliers de vues, c'est quand même une offre, on espère. Une offre assez sympa. On espère plusieurs dizaines de milliers de vues. Évidemment. Alors, donc on revient à ce jeu concours. Hein. Je rappelle le contexte. Un homme est sorti avec une femme pendant 2 mois. Et à la suite de nombreux malentendus, elle a souhaité prendre du recul. Depuis, elle lui envoie « Je pense à toi, je t'embrasse, j'espère que tu vas bien, je t'embrasse, etc. » Le SMS de cette fille, qu'elle a encore envoyé à cet homme, « J'ai envie de toi, mais je ne sais plus si c'est bien. » Alors, voilà la situation. Alors, vous pouvez faire rewind pour réécouter le contexte et le... Rewind, un truc qui n'existe plus depuis... le gros bouton sur votre player rewind pour réécouter le contexte et le SMS. Nous répondre soit sur les commentaires YouTube, soit sur notre forum, ou soit notre numéro de fax. Voilà. Je la connaissais pas celle-là. Donc, les gains... La page Facebook aussi. La page Facebook. Si votre fax est en révision. Voilà. Les gains, participer à l'émission, comme nos 2 collègues qui sont dans la salle, gagner le livre dont on parlera peut-être si on a le temps, qui s'appelle Yang Liu, qui est en fait une espèce de compilation de dessins. Voilà, Stéphane fait la potiche, montre les dessins de Yang Liu, qui a mis en scène des situations avec ce que font en général les hommes et ce que font en général les femmes. Voilà, c'est pas du tout sexiste, hein, donc vous pouvez gagner une place pour venir nous voir, ou soit ce livre, ou soit... Il est très vrai celui-ci, tiens. Lequel? Alors celui-ci, si notre chef opérateur veut bien zoomer, et je rappelle que l'auteur de ce livre est une femme, hein, donc aucun commentaire de féministe enragé sur notre... Chinoise, me semble-t-il, ou d'origine chinoise. Nous n'avons débauché aucun homme sexiste pour écrire ça, c'est une femme. Il y a un petit biais culturel puisqu'elle est chinoise, mais... Et qu'est-ce qu'il y a marqué? Alors, durant la naissance, l'homme il pense à l'enfant, et elle pense surtout au foyer et à sa protection. Alors, donc du coup, voilà, c'était pour le jeu concours. Le livre, pas le t-shirt, hein, le livre de Yang Liu. Il n'a pas de tache, le livre. Oui. Contrairement au t-shirt. Contrairement au t-shirt, je suis désolé. Ou la possibilité de venir participer à l'émission. Alors, est-ce qu'on a le temps, Stéphane, de parler d'un article qui a fait un petit peu de bruit sur un carnet de santé? Je crois que c'était région Rhône-Alpes, qui a été complètement bâché par les féministes et plein d'autres personnes. Bah, ce bâché, il a été interdit voilà. et réédité. réédité. Pourquoi? Parce que la couverture... La couverture, il y avait une image où un garçon se mesurait comme ça. On la mettra en post-op. Un petit garçon se mesurait en espérant, voilà, dans ses yeux qu'il soit plus grand. Et une fille à côté de lui avait un espèce de mètre ruban autour de sa taille et vérifiait. Oui, le petit garçon voulait grandir et la petite fille voulait mincir. Voilà, vous voulez rester mince. Le garçon était préoccupé par sa taille et la fille par son poids ou son tour de taille, sa silhouette, on va dire. Et du coup, est-ce que la révolte, le tollé que s'est pris ce carnet santé, légitime, sexiste, pas sexiste, c'est quoi la lecture qu'il faut avoir de cette couverture finalement, qui est assez rigolote et un peu mignonne presque? Bah, la lecture qu'il faut en avoir, c'est que les enfants n'en ont probablement aucune lecture eux-mêmes, que la petite fille est totalement inconsciente des déterminismes de l'acquis ou de l'inné l'ayant poussé à mesurer son tour de taille, et que le petit garçon est totalement inconscient des déterminismes acquis ou innés le poussant à être plus grand. Et la deuxième chose que l'on peut en déduire, c'est que on est sur des âges d'enfants qui tournent autour de 4-5 ans, c'est-à-dire qu'il est très 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 difficile de m'expliquer que ce sont des âges où ils ont acquis tout un tas de constructions sociales les poussant à imiter. Tout au plus, ils imitent leur papa et leur maman, mais on voit les préoccupations des gens, on voit dans ce petit garçon, dans cette beaucoup de filles, beaucoup de H d'un côté, beaucoup de F de l'autre. On voit
on voit une dissymétrie et une... C'est même pas la dissymétrie qui énerve les féministes, c'est l'identité en fait. C'est l'identité, c'est parce que définir comme distinctes les préoccupations et les ambitions du petit garçon et de la petite fille, c'est ôter quelques années plus tard le luxe, le luxe du hold-up idéologique de pouvoir dire que si la petite fille n'est pas devenue comme le petit garçon, c'est qu'elle a été bridée, brimée, oppressée et contrainte. En réalité, la contrainte est, en tout cas, comme je le dis à chaque fois, dans nos contrées, la contrainte est d'abord une limite qu'on s'impose à soi-même. Si les femmes ne sont pas, dans l'ensemble et statistiquement, à 50% des cadres dirigeants des grandes entreprises du CAC 40 ou de Wall Street ou de que sais-je, et qu'elles sont qu'à 4,1, c'est fondamentalement et avant tout parce qu'elles ne le veulent pas. Statistiquement, sur la moyenne des nombres, si on fait la loi des nombres, c'est parce que la volonté de pouvoir, de direction et de commandement est plus masculine que féminine. Si vous n'êtes pas d'accord, mettez un commentaire sur YouTube. Argumentez, évidemment. Oui, c'est un peu pieux ça. Ou si vous avez vraiment des solides arguments, venez. Ici, on mettra une troisième chaise. C'est une hypothèse d'école. Alors, du coup, on va continuer. On remarquera aussi que les femmes quittent le marché du travail beaucoup après le premier enfant. Oui, mais alors c'est pour s'occuper de leur premier enfant. Alors on peut formuler l'hypothèse sous cette forme, on peut aussi dire que finalement, si tu veux, on ne quitte un monde avec d'autant moins de regrets qu'on a créé du ressentiment à son égard. Et que le premier début de carrière avant l'enfant permet à la femme de se confronter au monde du travail réel, qui est en général de la soumission, de l'esclavagisme. J'ai fait un séminaire qui s'appelait l'enfer du salariat, de la soumission, de l'esclavagisme et de la haute trahison déguisée en stratégie. Tu sais, on dit toujours à lui, il est malin au travail, c'est un stratège, il monte, il progresse. C'est en général de la haute trahison, c'est toujours de la trahison. C'est de la haute trahison et des échanges totalement impurs. Certaines ont le logiciel pour s'y conformer et y exceller. Les autres, quand elles font l'enfant, se retrouvent que finalement se rendent compte que cet univers professionnel ne leur manque pas tant que ça et capitulent. D'accord. Ok. C'était une remarque en passant qui ne va pas te détourner de ton plan. Ça ne me détourne aucunement. Alors par contre, on va parler d'un truc, alors je sais pas si tu connais, c'est très minoritaire en France, ça s'appelle le polyamour, ou polyamour, je sais pas comment on dit, polyamour. Je connais le polyester, mais... Alors là c'est le polyamour, jamais entendu parler? Non. Alors le polyamour, est-ce que c'est un épiphénomène, une mode, une néoforme de couple? Alors j'en parle parce que c'est encore évidemment Néon qui, alors voilà, pour que notre cadreur puisse bien zoomer, voilà, petit Stéphane tient le journal. Néon qui nous a gratifié d'un très joli titre qui s'appelle Au fond du trouble, couple-trouble, donc un couple à deux, un trouble à trois. Le polyamour est cette nouvelle mode des gens qui ont plusieurs relations en simultané, croisées les unes avec les autres. Sorte de... Et qui dorment par terre sur quelque chose qui n'est même pas un futon, mais qui est un... Ah, c'est drôle, ils dorment sur un petit matelas posé sur de la mousse acoustique. Oui. Tu vois, ça c'est la mousse avec laquelle on recouvre les studios d'enregistrement. C'est pour faire moins de bruit quand ils copulent. Et d'ailleurs le troisième a l'air bien de s'emmerder. Alors, pour le petit historique de polyamour, c'est... Le troisième il est gay, c'est pas possible. Ah, je sais pas. Ce mec-là n'est pas hétéro, excusez-moi. Le public, là, il est hétéro le troisième ou non? Ça se discute. Ça se discute, j'entends. Alors, né dans les années 90, au croisement de différents mouvements féministes, LGBT, BDSM et hippie. Donc, alors voilà, donc on dresse le tableau. Apparemment, il n'y en aurait que 600 en France, des personnes qui seraient adeptes de cette pratique. Et donc, une étudiante en sociologie, qui s'appelle Valentine dans l'article, a voulu tester cette expérience du trouble. Alors, si on... A voulu se faire niquer par deux cums, quoi. Non, parce qu'elle le fait... Non, une étudiante en sociologie a voulu tester de se faire niquer. C'est pas deux cums, c'est elle, une autre fille et un mec. D'accord. Voilà. Donc une étudiante en sociologie a voulu tester de se faire brouter, quoi. Peut-être. Alors, elle... Sur de la mousse acoustique et un vieux matelas Ikea. Alors, elle nous dit que, donc je tire les phrases de l'article, qu'elle n'a jamais été très douée pour l'amour,
qu'à 18 ans, elle a échangé son premier baiser, et la première fois qu'elle a fait l'amour, c'était comme pour faire comme tout le monde. C'était pour faire comme tout le monde. Aucune de ces relations n'ont jamais dépassé 9 mois. Alors, elle tente, elle tente cette relation à 3, 2 filles, un garçon. Alors, je vais juste reprendre l'article, Stéphane, pour relire les passages que j'ai surlignés. Donc voilà, la deuxième fille, qu'est-ce que je disais d'autre? Tu veux que je lise? Oui, mais c'est un peu long en fait, donc ça va être un peu long. Bon bah lis alors. Alors, oui, je lis. Non, elle nous rappelle aussi que historiquement, d'autres personnes très célèbres ont déjà fait ça. Elle nous dit le trio Paul Éluard, Max Ernst et oui, mais alors ça c'est un argument totalement fallacieux. Ah bon? Pourquoi? Qui est de faire descendre des pratiques d'élite, du point de vue de la, on va dire de la complexité, de la complicité intellectuelle, du point de vue de l'enseignement, de la culture et du point de vue de... On va parler d'une élite qui serait une espèce d'aristocratie avec noblesse, de la faire descendre à Kevin, Kevina et Madame Michu. Et Valentine. Et Valentine. Comme ça a été le cas pour le libertinage, comme ça a été le cas pour la drogue. Et le défaut est qu'une pratique d'élite, comme par exemple l'opium, quand elle devient une pratique courante du peuple, ça se transforme en fumeur de hache, fumeur de shit, un petit peu comme le libertinage, le porno, etc. L'argument qui voit dans une pratique d'élite fatalement quelque chose qui serait décalcable à l'ensemble de l'humanité sous couvert d'un égalitarisme abstrait que personne n'a jamais démontré, est toujours une supercherie et un hold-up. Alors, en tout cas, ce qui n'est pas... Il fait beaucoup de malheureux à la fin. Très bien. Alors, argument peu recevable, donc. Ce qu'elle nous dit, c'est que... Ce mec est gay, hein, je persiste. Hein. Ah, on lui enverra un mail pour lui demander. Ah, mais en fait, c'est le cum de l'homme, en fait. Bah oui, c'est ça, c'est une mise en abîme, oui, une représentation... le mec en vert, une représentation... Le mec en vert est le type de celui-ci. Ou de la fille, peut-être, on non, sait pas. Bah non, mais non. Bah, si vous êtes une femme et que vous êtes attiré par ce mec-là... Envoyez-nous un mail avec votre photo. Ouais, alors je veux voir votre tête, parce que c'est pas normal. Donc elle nous dit qu'elle avait déjà eu des relations lesbiennes, voilà, que c'était pas, qu'elle se lassait très rapidement. Et donc... Regardez, écoutez mon extrait de séminaire que j'ai mis gratuitement sur YouTube et qui s'appelle « Le rôle symbolique du premier rapport sexuel dans l'inconscient féminin ». Bah oui, à 18 ans, j'ai échangé mon premier baiser, et la première fois que j'ai fait l'amour, 1 an après, c'était pour faire comme tout le monde. Voilà. 12 ans plus tard, aucune de mes relations n'a dépassé 9 mois. C'est-à-dire l'hécatombe quand même relationnelle. Hein. Donc elle nous dit qu'elle revoit Stéphane, alors bien sûr pas toi, c'est celui qui l'a initié dans l'article au polyamour. Celui qui l'a cocufié quoi. Voilà. Donc elle nous raconte... Non, alors lui il relate que ses relations allaient d'échec en échec, qu'il s'est un peu rendu compte qu'il supportait mal d'être le seul homme dans la vie d'une femme. Qu'il a découvert Qu'il supportait mal d'être le seul homme dans la vie d'une femme. Mes relations allaient d'échec en échec, je me suis peu à peu rendu compte que je supportais mal d'être le seul homme dans la vie d'une femme. C'est peut-être le mec en vert en fait. Ah, je ne sais pas. Non, peut-être pas, je pense qu'ils veulent quand même garder l'anonymat. D'ailleurs, à chaque fois à côté des prénoms, il y a une astérix pour nous dire les prénoms ont été changés. Donc, il y a un petit passage très amusant où elle sent qu'elle plaît à Stéphane, Valentine, et elle dit, elle dit que ça serait un sujet d'étude parfait pour sa thèse sur le polyamour parce qu'elle est en sociologie, et qu'elle accepte avec plaisir son invitation à dîner car je compte l'interviewer. Oui, tu vois le décalage... Non mais voilà, le langage des femmes, je t'ai dit au début, elle veut se faire niquer par Stéphane, et voilà. Non, je t'ai pas dit par Stéphane, je t'ai dit elle veut se faire ken par deux gus qu'elle prétend étudier. Après le dessert, il me propose une tisane, puis un massage, je me sens en confiance, j'accepte. Enceinte close. Voilà. Je finis par m'abandonner totalement et... Enceinte close, souvenez-vous. Je finis par m'abandonner totalement et découvre au fil des jours un amant attentif. Aux petits soins, j'ai l'impression d'être la seule.
Tout à coup, me voilà jalouse. Alors je fais un peu des ellipses hein, pour rester un peu court. Tout à coup, me voilà jalouse de la deuxième fille. Je réalise que les personnes qui fréquentent les cafés polis sont généralement issues de la même catégorie socio-professionnelle. Sans blague. Ingénieurs et professions artistiques sont surreprésentés. Ça t'étonne ? Ce qui m'étonnerait, c'est que les ingénieurs soient des femmes et les professions artistiques des hommes. Ça m'étonnerait beaucoup. Je découvre un univers de gens brillants, militants de gauche et d'extrême gauche, mobilisés pour le mariage pour tous. D'où le lit posé par terre. Et ça ne trompe pas, le lit posé par terre. Et d'où aussi LGBT, BDSM et compagnie. LGBT oui, BDSM j'avoue ne pas savoir ce que c'est, parce que pour moi BD c'est bureau des élèves, non? C'est bureau des étudiants. BDSM c'est pas bondage sadomasochiste? C'est pas ça? Ah, je savais pas qu'ils étaient d'extrême gauche les BDSM. Ah je sais pas non plus, c'est une question que je pose. Hippie par contre plutôt, et féministe un peu aussi. Alors elle nous dit voilà, les luttes féministes, les sans-papiers, les féministes c'est plus une gauche sociétale qu'une gauche sociale, mais c'est pas le débat. Première expérience sexuelle à 3, elle a goûté au paradis, elle a chacune des deux filles ont leur histoire avec Stéphane, mais la notion la plus importante, la règle tacite, enfin non, qui n'est pas tacite, qui est d'ailleurs explicite, c'est de discuter de tout. Mais quelques semaines... Ça, j'adore cette phrase, c'est comme le plus important c'est la communication, et quand tu communiques à quelqu'un les motifs profonds de ton désamour ou de ton désintérêt, etc., la personne est simplement inapte à l'entendre. Elle te vomit. Et elle te recrache progressivement son ressentiment de 6 mois à la gueule. Ouais, on connaît bien la communication. Alors, quelques semaines après notre nuit à 3, un petit malentendu marque le début d'une série de quiproquos. Communication quand tu nous tiens. Alors, elle surréagit. En bonne polyamoureuse, je dis tout ce que j'ai sur le cœur. J'essaie de me raisonner mais rien n'y fait. Au bout de seulement quelques semaines... Oui, j'adore cette phrase, j'essaie de me raisonner mais rien n'y fait. Ça c'est très j'essaie de me raisonner. J'essaie de trouver en moi les ressources pour arriver à raisonner, mais non, décidément, rien n'y fait, il n'y en a pas. Au bout de seulement quelques semaines, notre amour périclite. Au moins ils auront bourse, comme disait Cyrano, bourse d'un mois en un jour tu vécu. Alors, elle dit, j'ai pas d'autre choix, je dois continuer à avancer sur sa thèse. Parce que sa thèse est sur le polyamour à cette étudiante de sociologie, hein, je le rappelle. Mais je sature, je suis épuisé, un échec amoureux, c'est douloureux, 2 simultanés, encore plus. Après, aujourd'hui, 2 ans... Ah oui, alors elle nous dit qu'elle lâche tout, qu'elle embarque son sac à dos pour un voyage à durée indéterminée. Son sac à dos. Ce que j'aime bien, c'est que... les gens adoptent foncièrement, toujours systématiquement, les codes du groupe. C'est-à-dire le matelas par terre, le sac à dos, Je pense qu'elle n'a pas le droit de mentionner la petite fumette quotidienne le soir, mais c'est évident que dans un coin, il y a les cendriers avec les feuilles de papier roulé et le petit, la petite savonnette cachée dans le pot de fleurs. Je crois qu'il parle de drogue, hein, je ne sais plus où c'est. Aujourd'hui, 2 ans après cette histoire, je vis toujours à l'étranger. Elle a retrouvé son rythme, histoire courte et peu d'attachement. Et là, alors on a une petite explication. C'est une bonne à rien en gros quoi. Pardon? C'est une bonne à rien. Alors c'est pas une bonne pour le polyamour en tout cas. Ni pour l'amour tout court, enfin pas pour la construction. Voilà, pour l'amour charnel et horizontal. C'est ce que j'appelle dans mon jargon une branche morte. Ça me fait beaucoup penser à une fille d'ailleurs, que j'ai connue. Bonjour à toutes les branches mortes. Que l'on appellera A. Elles ont cette capacité à voyager comme ça, mais c'est plus le voyage de la branche qui suit les flots et qui à un moment pourrit à trop rester dans l'eau, que le voyage de l'hirondelle guidé par son instinct naturel pour aller chercher le soleil. D'accord. Alors on a une petite analyse par Isabelle Allais, psychologue et sexologue. Alors, début d'analyse, enfin elle est très courte d'ailleurs, ça tient sur 2 lignes. Dans notre culture, nos références sexuelles et affectives sont directement inspirées par nos premiers modes d'attachement. Analyse Isabelle Allais, psychologue et sexologue. Quelqu'un dans le public a compris cette phrase. Dans notre culture, nos références sexuelles et affectives sont directement inspirées par nos premiers modes d'attachement. En général, c'est le duo mère-enfant, père-enfant. En Occident, le polyamour ne tire ses racines d'aucune empreinte affective. C'est intéressant intellectuellement, mais le corps et l'affectif
ont toujours le dernier mot dans ces histoires-là. L'échec entre vous trois ne m'étonne pas, le polyamour réclame d'avoir appris à aimer et à être aimé, ce n'est pas donné à tout le monde. Analyse intéressante ou pas de notre amie Isabelle. Alors elle s'en sort, elle fait une deuxième mi-temps meilleure que la première. La première étant catastrophique, c'est pas dur. La fin de son explication relève un petit peu le niveau. Je m'en séparerai, je m'en distinguerai sur un point qui est que le polyamour, c'est pas d'apprendre à aimer ou à être aimé. Le polyamour, enfin ce mot m'agace, mais bon, peu importe, le polyamour, c'est d'apprendre ce qu'il y a derrière la dernière page du conte de fées. C'est-à-dire derrière le « ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants de l'amour-passion », hein, qu'est-ce qui se passe? Et le problème de l'incarnation par le livre de l'idéologie de l'amour-passion, c'est que ça s'arrête toujours où ils vécurent heureux et qu'on n'a jamais la suite. La suite, et on le verra dans le séminaire 2015 qui s'appellera Rester séduisant en couple, la suite de la séduction, c'est la reséduction. De la même façon que la suite de l'information, c'est la réinformation. La reséduction, c'est quoi? Ce n'est plus une individualité A qui va séduire une individualité B pour former une entité couple, c'est une entité couple qui se donne les moyens d'être séduisant à deux et de séduire d'autres groupes de gens. C'est ce qu'on appelle faire un beau couple. Et ce beau couple, c'est une complicité et une coïncidence d'intérêts, de secret agenda, de style de vie, d'apparence, d'apprêtement, de taille, de façon d'être, de style. Et il est très intéressant de remarquer que 80% du plaisir de la séduction que l'entité A et B pensent avoir perdu en se mettant ensemble sont retrouvables en acceptant une nouvelle règle du jeu qui est que dorénavant on ne sort pas à deux au restaurant se faire chier à se regarder comme des glands l'un en face de l'autre à une table et en suppliant presque le temps de passer plus vite tellement on se fait chier. Tellement on se fait chier parce qu'on n'a plus à se reséduire et qu'on se connaît par cœur et qu'on n'a plus rien à se dire, mais en faisant des sorties et des week-ends et des vacances et des moments à l'extérieur, des moments de reséduction où l'on va, pas dans un but de partouzer, dans un but de se reprouver qu'on est capable de séduire, rebriser la glace avec des inconnus, mais sous forme de couple. Un peu comme dans Eyes Wide Shut quand ils vont au cocktail et que chacun va badiner. Oui, sauf que dans Eyes Wide Shut, ils se séparent très vite et ça devient très très vite une mise en danger de l'autre. C'est un peu malsain quand même. Ça devient très très vite une mise en danger. Nicole Kidman est à deux doigts de se laisser embrasser par un inconnu. Lui, tu sens chopé deux molis. Tu sens qu'il dirait pas non plus. Non, la séduction de couple, elle s'arrête là où votre décence et envie veulent la faire arrêter. Mais en tout cas, c'est ressentir l'excitation et le risque de briser la glace de façon désintéressée ou intéressée avec des inconnus et de se présenter sous son meilleur jour, mais comme une entité et pas comme un individu. Et ça donne, quand on le raisonne en analogique et pas en binaire, ça ouvre une gamme de possibilités incroyables. Et ça sera ça l'objet du séminaire de 2015. Entre autres. Alors, donc on finit avec notre histoire de polyamour. Donc il nous dit... Et donc ces gens n'ont pas appris, comment dire, pourquoi est-ce que cette personne s'ennuie au bout de 9 mois systématiquement? Pourquoi est-ce que cette personne s'ennuie systématiquement au bout de 9 mois dans ses relations? Pourquoi est-ce que toutes ces relations sont des échecs? Entre autres, pour plein d'autres raisons bien sûr, mais entre autres, parce qu'elle n'accepte pas cette transformation de la séduction en reséduction. Alors eux, ce qu'ils ont dit, c'est qu'ils n'étaient pas prêts, que les tensions qu'elle essayait de résoudre créaient des tensions... Et sans doute que c'est une femme enfant et une chieuse aussi. Ah, ça, je et que lui c'est un homme enfant et un chieur aussi. Peut-être. Qu'il aurait fallu qu'il soit plus mature, que ça n'a pas marché parce qu'ils étaient inexpérimentés dans cette configuration particulière du trio. La confiance n'était pas encore totalement installée. Mais cette histoire n'a pas fonctionné aussi parce que nous ne lui avons pas laissé le temps. Oui, enfin, invention de prétexte, réécriture, on connaît tout ça. Alors, est-ce que après cette lecture rapide du magazine Néon, je le précise encore une fois, du polyamour, 600 personnes en France, phénomène minoritaire... 600, attends. Avant d'accepter un chiffre
avant d'ingérer un chiffre, qui l'a fait, comment et pourquoi. Alors, comment savoir qu'il y a 600 polyamoureux en France? C'est impossible. Pourquoi on sort ce chiffre et qui l'a fait? Enfin, ça n'a aucun sens. C'est comme 100% des femmes sont harcelées. Ce 100% est inexploitable car il est inatteignable statistiquement. On ne peut pas savoir combien il y a de couples de tripodes, enfin de trios en France. Alors, le chiffre est... Pose ta question, mon petit. Le chiffre est donné sans aucune source. Ma question c'était quel terreau favorable au polyamour? Est-ce que c'est symptomatique de la société d'aujourd'hui où les couples se liquéfient et où tout se construit et se déconstruit? Alors, les couples qui se liquéfient, ça c'est une expression sociologique très précise qui s'appelle les couples liquides. Et donc, je ne vais pas faire une démonstration sur le couple liquide car c'est un autre sujet. C'est une fausse révolution, le polyamour. C'est une réécriture plus ou moins contemporanéisée du mouvement hippie. Les vraies révolutions des 30, 40, 50 dernières années, on les connaît. C'est voilà, il suffit que je dise qu'on les connaît pour que je ne m'en souvienne plus. C'est le surréalisme, CF André Breton, l'existentialisme de Sartre, le structuralisme de Althusser, et moi la dernière que je vois, c'est ce que j'ai appelé la révolution numérique, CF le séminaire d'après-demain, mais dont il sera le séminaire du passé quand vous verrez ce podcast. J'allais dire quand vous l'entendrez, non? Quand vous le verrez. Et voilà, c'est ces quatre-là. Réinventer une mini, à l'échelle micro comme ça, révolution hippie, 35 ans après, et constater que c'est quasiment fondamentalement, systématiquement un échec, pour moi, revient à mon explication initiale, qui est que penser la relation en analogique dans toute sa gamme de variances est une pratique qui ne peut être réservée qu'à une élite intellectuelle extrêmement affinée, raffinée, pointue, compétente, intelligente et pleine de discernement sur ces sujets, très formée, avec une grosse intelligence sociale, une grosse intelligence affective, émotionnelle et sexuelle, et qu'à faire descendre ces pratiques jusqu'au fin fond du futon en mousse, du futon en mousse de petits étudiants d'extrême gauche faussement désargentés ne peut produire que finalement une forme de déconstruction infinie, de fuite en avant dans la misère et dans les MST. Qu'on ne souhaite pas, évidemment. Alors, le magazine que vous attendiez tous, c'est lequel? C'est le Lui. Le Lui avec une merveilleuse photo, tiens, petit Stéphane pour tenir le magazine, de notre amie Virginie Ledoyen, avec un chat entre ses deux jambes. Alors je ne sais pas du tout à quoi ça fait référence. Ça c'est une chatte, Léo. Tu vois. Oui, une chatte, voilà, entre ses jambes. Tout à fait perturbant. Alors une fois qu'on a passé les pages glacées du corps de notre amie Virginie. C'est vrai que c'est bien glacé, oui. On arrive, page, tiens on la voit ici aussi, page 122, où un homme a fait l'épreuve d'aller à la fois sur Tinder, sur Glidden, sur Happen, sur Mythic, toutes ces applications Et tout ça pour choper un ton. Alors, je sais peut-être pas la personne qui l'a chopé, mais alors c'est Régine. Il a vraiment labouré tous ces nouveaux médias et toutes ces applications de dating, comme on les appelle, et nous fait un petit retour d'expérience. Alors j'ai pris quelques quotes, comme on dit en anglais, quelques citations de l'article, où alors il y a une fille qui témoigne, hop, et qui nous dit quand tu es une fille et que tu t'inscris sur Glidden, tu te souviens quel site? Oui, c'est pas adultère ça? C'est ça, c'est un site qui était, je cite les pubs, pensé par les femmes et qui promeut... non, c'est un site qui est plein d'hommes et plein d'animatrices qui font semblant d'être des femmes, parce qu'il est évident sociologiquement que tu n'as pas une proportion équilibrée d'hommes et de femmes sur un site d'adultère. Puisque par définition... je n'ai pas la peine que je rappelle des évidences, vous savez ça. Alors, du coup, il y a une fille qui témoigne et elle nous dit quand tu es une fille et que tu t'inscris sur Glidden, ça clignote dans tous les sens au bout de quelques minutes, mais tu parles à de tels bourrins qui ne pensent qu'au cul et tu fais très vite le tri. Encore une expérience que tu dis finalement désastreuse
Pour une fille, c'est un enfer, c'est presque une jungle. On a aussi ce chiffre, 1/3 des Français déclarent avoir été ou être inscrits sur un site de rencontre. C'est un chiffre en explosion totale. Oui, comme je l'avais fait dire à Stéphane Rose, que j'avais interviewé pour son livre Misère. D'ailleurs, ils en parlent de Stéphane Rose dans cet article. Voilà, je lui passe le bonjour à Stéphane, comme je l'avais souligné dans le podcast, un des premiers podcasts qu'on a mis sur iTunes d'ailleurs, sur misèresexuelle.com, son livre de l'époque, qui doit remonter à 2 ans maintenant. Un site de rencontre, adultère ou pas, ne fait que montrer la laideur de l'homme dans son être collectif. Ne fait que rappeler que l'homme est un loup pour l'homme, que l'homme est un scélérat pour les autres, et que dans l'espoir utopique de minimiser sa réussite ou sa chance individuelle, il ruine celle du groupe. Ce qu'on appelle ce que René Girard le fameux René Girard a théorisé sous le nom de désir mimétique. Rivalité mimétique. Ah mais non, le désir mimétique, c'est je veux une telle parce que tu la veux. Oui. Là, c'est pas ça. C'est rivalité mimétique masculine. Et donc, ce choix systématique d'une stratégie individuelle de maximisation par la quantité d'approches aux dépens de la réussite du groupe, qui est en plus, quand on y réfléchit bien, fondamentalement, quasiment, on ne le changera pas, ça ne pourra aller que dans ce sens-là. Je me bats contre des moulins à vent, puisque c'est presque la logique du combat politique. Mm-hmm. C'est-à-dire que si l'élu avait pris les décisions qui étaient bonnes pour ses électeurs et pas bonnes pour lui, il ne serait pas élu. Mm-hmm. C'est-à-dire que si notre représentant le plus haut avait toujours, au cours de sa vie politique, favorisé et choisi en fonction de nos intérêts à nous, plutôt que des siens, il ne serait pas notre représentant, ça serait un autre. Et si c'était pas un autre, ça sera encore un autre. Et à la fin, ça sera élu toujours celui qui fera des choix dont l'enjeu est son bénéfice, plutôt que celui de ceux qui votent pour lui. Donc quand tu ajoutes toutes ces raisons-là, tu vois que ça ne changera jamais, que ces sites ont énormément d'actrices qui sont des pauvres... C'est même pas des actrices, c'est des... Enfin, elles ont un nom. Des animatrices. Voire des animatrices, pardon, pas des actrices, des animatrices, qui sont même parfois des animateurs, qui sont des vieilles dames à la retraite ou des gens de pays francophones à main-d'œuvre à bas coût, qui ont 18 écrans, ou plutôt un écran avec 18 chats ou 25 devant eux, et qui font semblant de donner vie et corps à des profils qui n'existent pas. Voilà. Mais d'ailleurs, ce que Raphaël, celui qui a tenté cette expérience, nous dit, c'est complètement ce processus de déshumanisation, puisqu'il nous dit que c'est étonnant de s'apercevoir à quel point certains phénomènes marins peuvent rendre cons et vulgaires, et au bout de 3 jours sur ces applications, je les compare, en parlant des profils qu'il fait défiler, même plus à une faune aquatique. Je les appelle les chattes, selon un processus de déshumanisation dont je n'arrive même pas à me sentir coupable. Donc c'est exactement ce que tu dis ici. Quand tu as swipé au bout de 50 personnes, comme ça, à gauche et à droite, la valeur de chacun descend jusqu'à l'asymptote nulle, jusqu'au 0. Alors, autre petite particularité aussi, c'est les raisons qui font que soit mesdames et messieurs vont sur ces applications. Et là, il y a un témoignage d'une jeune fille qui s'appelle Anna, qui est tout à fait poignant, enfin pas poignant mais intéressant. Elle nous dit: les sites de rencontres, c'est comme Facebook. Si je suis dessus, c'est parce que je suis incapable. Ce n'est pas parce que je suis incapable de faire des amis dans la vraie vie, mais parce que ça agrandit le cercle de mes connaissances. Oui, phrase typiquement féminine qui veut que... Mais très honnête. Très honnête, mais un petit peu naïve, qui veut qu'on se sente mieux d'autant qu'on ait un cercle autour de soi, alors qu'en réalité, quand on parle des réseaux en séminaire, on fera d'ailleurs un jour un séminaire sur le thème des réseaux, on voit qu'on est en général au recoupement de plusieurs réseaux qui se croisent. Mais ce que j'appelle dans mon matériel la volonté féminine de se barycentrer
aiment bien cette sensation d'avoir tout le monde à portée de main. Hein, c'est parce que le jour où on a besoin, comme ça on aura. Et c'est pas tout à fait faux d'ailleurs. Je connais une femme de près de 40 ans qui a eu un dégât des eaux chez elle et dont un type est venu d'un autre département résoudre son dégât des eaux au milieu de la nuit, en voiture. Le type a roulé 2h30 ou 3 heures en voiture. Il a pu dormir chez elle, j'espère. J'ai pas la fin de l'histoire, mais oui, ça m'étonnerait pas. Oui, la connaissance, ça m'étonnerait pas. Mais d'ailleurs, c'était un petit peu le sens d'une de mes questions, et c'est là où je trouve qu'il y a une différence. C'est parce que quand les hommes, eux, cherchent seulement un rapprochement, je dirais, physique et horizontal sur ces applications, les femmes, elles souhaitent agrandir leur cercle. Et finalement, pourquoi une telle différence entre la quête de chacun de ces deux sexes? Pour les mêmes raisons que les Wopsi nous expliquent depuis des décennies, qui est que l'homme a le fantasme de H pur est de réduire à néant la distance entre le premier regard et la pénétration. Ça, c'est le fantasme de H pur. Le fantasme de H pur est de pouvoir formuler à une femme inconnue un désir physique, qu'elle ne s'en offusque pas, voire qu'elle l'accepte. Ça, c'est le fantasme, admis ou pas, de chasseur animal de H pur. Le fantasme féminin, on le sait, n'est évidemment pas le même. Il est de pouvoir jouir à tout moment d'une infinité de potentialités au niveau des ressources. Et d'avoir ce qu'on appelle le mec pour tout. Le mec pour la thune, le mec bricoleur, le mec bon amant. Un 360 autour de soi. Le mec barycentre, le mec qui écoute bien. Oui, l'amant, tu l'as dit, prof, le cuisinier. Le type intéressant qu'on va emmener quand on va avoir une expo pour qu'il nous explique, pour qu'il nous donne vaguement 2-3 détails à ressortir après. Comme le court-métrage qui avait fait les hommes étaient loués comme des Vélib. Les hommes libres, oui. Voilà. Que je vous invite d'ailleurs à revoir, qui était très, très amusant et assez véridique d'un comportement, d'une mise en image, un comportement bien réel. D'ailleurs, l'un des fondateurs de Happen, je ne sais pas si cette application-là tu la connais, Happen, c'est retrouver qui tu croises dans la rue. Alors parce que tu n'as pas eu les couilles d'y aller, tu vas pouvoir liker une personne que tu as croisée, et si elle te like en retour, alors vous allez pouvoir être mis en relation. Ça marche très bien, puisqu'ils ont déjà 1,4 million d'inscrits dans le monde, et le boss nous dit que dans l'histoire de la rencontre depuis des décennies, il y a des persistances comportementales. Ce n'est pas facile de trouver l'âme sœur et des évolutions technologiques. Il y a eu l'époque des agences matrimoniales, celle des petites annonces, et aujourd'hui celle des sites comme Happen. Ce qui a globalement changé depuis l'arrivée du digital, c'est que tout le monde veut tout dans l'instant, où qu'il soit, y compris l'amour. Finalement, il a bien compris, ce boss, ce qui marchait, et c'est un peu ce que tu viens de dire. Tout dans l'instant, y compris l'amour, où qu'il soit. Espèce d'hyper-connexion, qu'importe où on se trouve dans le monde. Alors, on parlait... Non, t'as pas de l'amour, t'as du polyamour comme ça. Oui, ou plutôt de l'amour. À chaque fois qu'on arrive dans un... Comme cette histoire où c'est dans un dernier phone coaching où le garçon dit cette fille elle peut aller n'importe où et on lui paye l'hôtel où elle se fait inviter et les voyages. Et elle n'en ressent aucune gêne ni aucun sentiment de gratitude. Exactement. Alors, je termine ce petit aparté sur les applications avec... Évidemment Stéphane Rose, éminent sur ces sujets-là, que tu avais déjà interviewé, qui nous dit que les sites de rencontres sont le miroir de tout ce qu'on ne s'autorise pas dans le réel, et ce n'est jamais très glorieux. Ah bien sûr, parce que l'homme qui va proposer une fellation à une inconnue sur un site de rencontre au bout de 2 lignes, c'est évidemment en version fantasmagorique ce qu'il rêverait par provocation de faire un soir bourré avec ses potes à une inconnue, mais qu'il ne fera jamais. En cela, il s'apparente... Heureusement d'ailleurs qu'il ne le fera jamais. Alors, en nous parlant de ces sites de rencontres, il nous dit qu'il s'apparente presque à une expérience psychanalytique. Le psy est un peu une page blanche sur laquelle tu écris toi-même des choses que tu extrais de ton inconscient. L'ordi ou le téléphone sur lequel tu dragues peuvent aussi remplir cette fonction à un certain niveau de pratique. Les sites de rencontres révèlent clairement de l'expérience introspective accélérée. Compliqué comme passage.
mais pour le moins intéressant. D'ailleurs, business du dating qui n'en finit plus. Non, c'est pas si compliqué que ça. Ce qu'il nous dit, ou plutôt ce qu'il ne nous dit pas, mais que je rajoute et que je comprends, c'est que avant, on apprenait l'amour avec la bonne. Il y avait cette fameuse expression des amours ancillaires, d'ancillaires, c'est-à-dire qu'on apprenait le désir avec la bonne, on apprenait l'amour avec la voisine, sa tante ou la fille du jardinier, et grosso modo, on arrivait à un bagage, certes limité quantitativement, mais une telle patience et un tel temps de projection, d'introspection et de tentative de comprendre les sentiments qui nous animent, que finalement on arrivait au mariage ou à la rencontre officielle réelle, presque plus formé que quelqu'un qui aura justement, par son impatience et par son incapacité à différer sa gratification, une séquence de malades, de dingues, de plans cul, et aucune réserve de curiosité pour le côté pas pour le côté du derrière, comme dit Lucchini, dit Céline, mais aucune réserve de curiosité pour justement la compréhension de l'enchaînement logique entre ces plans cul. Ne pas comprendre ce qu'on fait et continuer à le faire, c'est souffrir, comme disait Stevie Wonder dans Superstition. Certainement. D'ailleurs, ces applications de dating, elles en finissent pas, Stéphane. Aujourd'hui. Mais non, mais chaque fois, je parie que je vais arriver à deviner la prochaine et je n'y arrive jamais. Et non, chaque semaine, j'en envoie. J'ai pas deviné Apple, j'ai pas deviné. Je t'en envoie des nouvelles. Ouais. Donc les dernières en date, pour choper des fumeuses de ganja, Heiser, gluten pour choper des gens qui mangent pas de gluten, Wigman pour choper dans l'avion. Ça ne va jamais s'arrêter en fait. En plus, l'avion, c'est facile. En plus, l'avion, c'est facile. Alors, on va terminer cette vidéo. Alors, je vous rappelle, Virginie Ledoyen, couverture de lui, avec une chatte entre les jambes, dans les deux sens du terme. Et à peu près 18 563 couches de Photoshop. Pour avoir une peau aussi illustrée. Pour qu'une femme de cet âge... Elle a quel âge? Je sais pas, elle doit avoir une quarantaine, non, Virginie Ledoyen? Je sais pas. Ouais. Pour qu'une femme de cet âge ait une peau sans l'ombre d'un grain de beauté, sans l'ombre d'une cicatrice, sans l'ombre d'une veine, sans l'ombre d'un poil, Je me demande si les gens qui font les nouveaux lui ont lu les anciens. C'est Frédéric Becbédé qui est... Non, mais il a mis son nom pour le lancement. Mais directeur de... il n'a pas des mains dans le cambouis, il n'est pas derrière les ordinateurs en train de faire les Photoshop. Ah non, mais c'est lui qui est directeur de publication, quoi. Alors, il a un vocabulaire châtié, alors comme tous les directeurs de la publication. Alors, je sais pas. Alors, je vois les... Il faudrait qu'on commande un t-shirt comme dirait mon directeur de la publication. Alors, le dernier magazine, ça s'appelle Management. Est-ce que tu connais, Stéphane? Management. Je le vois devant les kiosques. Oui. Est-ce que tu l'as déjà acheté? Je l'ai déjà acheté une fois ou deux, oui. Est-ce que tu comprends pourquoi je l'ai pris? T'aimes bien les mecs barbus avec le cou tout poilu là? Non, d'ailleurs il ressemble un petit peu à notre ami de Dariush. Non, il a moins de poils, Dariush, quoi. Ça dépend. Benjamin Dariush, coach de nutrition pour apprendre à mieux manger. Très bon site. Là, ça parle de charisme. T'as fait un séminaire sur D'ailleurs, le charisme. nous, on complimente beaucoup les sites des autres et le travail des autres. Ça serait bien qu'ils le fassent aussi un petit peu dans l'autre sens. Benjamin, si tu nous... Les Stéphane Rose, les Valterio, les Benjamin, etc. Exactement. Je vois assez peu souvent dans leur travail des remerciements pour le nôtre. Alors, de la vie. Beaucoup. Voilà. Moi, j'en vois des bonnes ondes positives. Et ça serait bien parfois d'ailleurs, que... Delavier qui a fait une vidéo récemment sur les... Non, il n'a pas fait une vidéo. Au mois de mars, là? Non. Il a fait... Quoi? Si. Il a fait une petite vidéo. Il a fait une petite vidéo qui d'ailleurs, on voit beaucoup du lourd. Donc... Il a fait sa 563e petite vidéo. Devant sa caméra, avec son air, voilà. Bon. Donc, Tu sais pourquoi il a l'air comme ça, un peu stone? Parce qu'il les fait à 4 du mat en fait, ces vidéos. Mais pourquoi? Parce que c'est un octambule, il vit la nuit, tu regardes par la fenêtre, il fait tout noir et tout, il est 4 du mat, il est complètement stone, il en est à son 5e whisky coca, et il fait sa petite vidéo. Sans plan, sans montage. Ah non, avec sa caméra MSN, et c'est parti. Alors le charisme, ça s'apprend.
moi j'aime bien le code de la chemise blanche, toujours. Toujours. Oui, après ça peut s'apprendre, moi je dis ça peut s'apprendre dans les deux sens. Oui. Mais vas-y, finis ta question, je te répondrai après, alors, car je sais qu'il y a une suite à ta question. Oui, il y a plein de suites à ma question, puisque donc management, c'est quand même très audacieux, le dossier qui propose. Donc le charisme, ça s'apprend. On va y découvrir, alors on va pas faire toutes les pages, que voilà, on a une photo d'ailleurs de notre ami du film La Dolce Vita. Ah non, c'est juste une photo de l'acteur. Quel acteur c'est d'ailleurs ça? Je ne sais pas. Donc un dossier sur le charisme. Ou alors on a un petit... On ne comprend rien, montre bien les photos, on ne comprend pas ce dont tu parles. T'as pas la touch pour les photos. J'ai pas la touch pour les photos. Alors, dossier sur le charisme, ou alors sur un certain nombre de pages. Alors on a un premier test que j'avais trouvé... C'est pas un acteur, c'est la photo des paparazzis qui attendent Anita Ekberg dans la Dolce Vita. Exactement. Qui nous a quittés cette année d'ailleurs. Et ben... Qui est l'exemple parfait de la F pure non stratège et qui est morte dans la misère pour n'avoir pas pu valoriser et sécuriser par un gros pactole financier son corps de son époque de star. C'était sublime Anita Ekberg. Pardon? Anita Ekberg était sublime. Ah, je vois pas du tout à quoi elle ressemble. Je ne sais plus quel artiste avait écrit à ses parents en disant qu'il fallait mettre ses parents au musée ou je sais pas quoi parce qu'ils étaient les plus grands artistes du monde pour arriver à avoir fabriqué un corps aussi parfait. C'était Miss Suède dans les années 50 et la plus belle femme du monde juste avant Brigitte Bardot. Et Dieu sait que les Suédoises sont très jolies. Alors, le charisme, ça s'apprend. Il y a eu un classement que la rédaction de management a fait. Ah, alors qui sont les plus charismatiques? Je montre correctement la photo. Est-ce que je suis dedans? Alors, je crois pas qu'il y a si je... Ah non, c'est Obama. Non. De loin, j'ai cru. Non, mais non. Alors, d'après la rédaction de management, on retrouve dans les personnalités les plus charismatiques Barack Obama, Martin Luther King, Bernard Tapie, Meryl Streep, Arnaud Montebourg. Arnaud Montebourg. James Dyson qui fait des aspirateurs, tu sais. Ouais. Arnaud Montebourg. Bruce Springsteen et Philippe Etchebest. J'arrive bien à le dire parce que j'ai regardé Top Chef. Alors qu'est-ce que tu penses de cette liste qui semble très arbitraire et très tirée du chapeau? Ben, j'en pense toujours la même chose. Je pense que si Barack Obama servait des Big Mac chez McDo, personne ne le regarderait. Bernard Tapie, non. On ne peut pas lui appliquer cette règle. Bernard Tapie a une absence de cohérence formelle et en même temps une grande capacité à défendre des idées controversées et même contradictoires qui le rapprochent d'un DSK au niveau du ce qu'on appelle le pile-pull. Je laisse les gens faire des recherches. Martin Luther King, on cite toujours le même discours. I have a dream. En réalité, on le juge finalement sur quoi? Sur un discours et sa mort. On a une... le grand public a quand même un manque de continuité sur les documents que l'on sort de lui. Meryl Streep, je connais pas. Bon, Montebourg, je trouve ça un peu ridicule. Non, mais je vais te ressortir ma théorie du charisme des classes dirigeantes. Ressors-la nous. Bah, que en général, de la même façon que les vainqueurs réécrivent l'histoire, on réécrit l'histoire des vainqueurs. C'est-à-dire qu'on réécrit à l'aune d'un charisme que l'on suppose obligatoire les raisons qui ont fait que ces gens sont arrivés à des postes de président, il était quoi, le Martin Luther King? Militant américain, c'est marqué. Il était élu, ou en tout cas représentant d'une mouvance, ministre entrepreneur pour Tapie, ministre pour Montebourg, actrice probablement féministe et représentant d'une cause. Ces stratégies qu'ils ont menées à ces postes-là sont sans doute beaucoup de démagogie, beaucoup de mensonges, en dernière instance de la haute trahison, mais comme on ne peut pas s'endormir tranquillement en se racontant que les gens qui nous dominent par le mensonge, la double éthique, la manipulation, la soumission et la trahison, hein, le dernier Welbeck, soumission, on préfère se raconter qu'ils sont arrivés là par la puissance de leur verbe, leur intelligence, leur charisme, leur aura, etc. Alors d'ailleurs, Béatrice Toulon, donc c'est une coach et auteure de Oui, vous avez du charisme, le livre Oui, vous avez du charisme. C'est bien une phrase de face. Oui, vous avez du charisme. Alors, elle nous fait une analyse qui m'a fait un peu penser des fois à ce que tu peux produire dans la forme. Ah bah c'est gentil, merci. Non, tu vas voir, parce qu'il y a des mots... Enfin, tu vois. Donc,
conçoit... donc elle conçoit le charisme comme un cocktail à 3 ingrédients. Le logos, expertise, maîtrise sur le fond et dans la forme avec une clarté dans l'expression. L'éthos, personnalité, valeur et conviction. Et enfin, tu as deviné, le pathos, capacité à créer du lien, à susciter une émotion chez l'autre. Est-ce que c'est ce cocktail? C'est plus facile à deviner qu'Eros, Philia, Agapé, mais bon. Ah. Sa décomposition, elle n'est pas idiote, elle fait même sens d'un point de vue analytique, mais elle montre encore ce refus de considérer les parcours des gens qu'elle juge comme charismatiques sur la réalité de ce qu'ils ont été. Les êtres qui sont arrivés à ce niveau de responsabilité ne sont pas arrivés. L'éros, le pathos et l'éthos. Logos, ethos, pathos. Pardon. Le logos, l'éthos et le pathos les aident, évidemment, mais en réalité, ils ne sont pas arrivés à ce niveau de pouvoir que par la qualité de leur raisonnement et de leur expression écrite et orale. Ils le sont arrivés par soumission à des réseaux occultes et qui n'existent bien sûr pas, comme tout le monde le sait. Ils sont arrivés par opportunisme. CF Hollande, au moment où DSK était sur la rampe de lancement et s'est pris les feux des projecteurs américains dans le mauvais sens. Donc haute trahison, opportunisme, soumission, complicité dans des réseaux, appartenance à des loges, je crois qu'on a encore le droit de le dire, tout le monde voit ce dont je veux parler, appartenance à des lobbies de type homosexuel, lesbien, etc. Les vraies raisons pour lesquelles ces gens sont à ce poste sont celles-ci. Et, sauf Tapi, où on peut lui reconnaître, en dépit de sa, je pense, de sa pourritude morale, de sa pourriture morale, on peut lui reconnaître quand même une capacité très pilpulesque à se débattre avec les contradictions, à impressionner, je pense que Tapi, il peut vraiment être impressionnant, même démuni de tout. Obama en train de servir des Big Mac au McDo serait pas impressionnant. Tapi en train de faire des Big Mac au McDo serait impressionnant, je pense. Donc voilà, c'est une réécriture nécessairement sur des valeurs féminines, de capacités en positif, qui seraient censées expliquer des parcours dont en réalité, si on les relie sans la paire de lunettes... qui ne me vont pas du tout. On va dire qui est sans le filtre de couleur, sont des parcours où l'on trouve la corruption, des mallettes d'argent, c'est quel pays? C'est pas l'Argentine, c'est le Mexique où on envoyait des filles dans l'actu récente là. Au Mexique ou en Argentine, et les représentants mexicains ou argentins en leur envoyant des filles après les dîners dans les hôtels. Je sais plus, je sais pas. T'as vu, ils lisent pas la presse. Donc voilà. Pour comprendre ce que j'appelle le charisme des classes dirigeantes, vous achetez, téléchargez, écoutez le séminaire qui s'appelle Charisme, et on décrypte tout ça. Non pas parce que je prétends et je décrète stupidement, naïvement et égocentriquement avoir du charisme. On va le voir parce qu'il y a le test qui va le prouver. Ah bah on va tester si j'ai du charisme. Alors, est-ce que tu veux d'abord une toute petite analyse d'un homme cette fois-ci? Non, je veux tester. On fait le test. Si je suis charismatique. Alors, il y a 30 questions qu'on va pas toutes faire. J'en ai sélectionné 1, 2, 3, 4, 5 questions. Je regarde pas les réponses. Ok. Alors, de toute façon, il y a un score à chaque fois. Tu notes dans ta tête. Alors moi, il faut que je note les résultats, pour pas les oublier. Alors, avant de prendre la parole en public, j'ai besoin de 5 minutes pour me concentrer. Non. Attends. Souvent, parfois ou jamais? Jamais. 5. Je suis intimidé lorsque je rencontre de nouvelles personnes. Non. Jamais? Jamais. Bah, sauf si c'est la femme de ma vie, évidemment, mais ça tout le monde. Tout homme est intimidé devant une femme qui lui plaît. Il arrive qu'on me demande où j'achète mes costumes. Souvent, parfois ou jamais? Souvent. C'est vrai, je suis désolé. J'admire certaines fortes personnalités. Souvent, parfois ou jamais? Bah, souvent. Je prépare mes interventions pour qu'elles soient le plus pertinentes et percutantes possible. Souvent, parfois ou jamais? Parfois. On vient me demander conseil. Souvent, parfois ou jamais? C'est un peu mon métier, donc oui. Souvent, oui.
À peu près 40 fois par jour. Souvent. On paye même pour mes conseils. Alors, donc en gros, alors comme on ne peut pas faire la somme sur tous les points, donc il y avait 6 questions en fait, pardon. Ouais. Sur 4 questions sur 6, tu as le score maximum, c'est-à-dire 5 points. C'est 1, 3 ou 5 points, donc 4 questions sur 6. Avant de prendre la parole, voilà, tu n'as jamais besoin de te concentrer. Ce qui veut donc dire que... donc tu as un charisme envahissant, voire toxique. Mais alors c'est pas forcément vrai parce qu'on n'a pas fait toutes les questions. Je dis juste Vas-y, donne-moi 2-3 autres. Avec les nouveaux venus, je fais le premier pas. Souvent, parfois ou jamais. Souvent. 3, 5, 1. Souvent, alors ça c'est médium. C'est médium charisme. Ok. Il m'arrive d'annuler des déjeuners avec des subalternes si je n'en attends rien de concret. Tu vois ce qu'on disait sur le charisme des classes dirigeantes? Attends, j'ai pas dit. Alors, tu vois l'impureté de ce type de comportement? Eh bah, figure-toi que si tu réponds que tu le fais souvent, tu es qualifié par le magazine de très charismatique. Pourquoi? Parce que c'est ce type de comportement privilégiant l'intérêt matériel à court terme qui mène à la progression rapide en entreprise, progression rapide qui est ensuite justifiée par une qualité que l'on appelle le charisme, mais que personne ne cherche jamais à définir, sauf moi en séminaire. Enfin, que peu cherchent à définir. Je me fais des ennemis, souvent, parfois ou jamais. Souvent. 5, 3, 1. Souvent, alors là c'est très fort, très charisme ça. Face à une personne sceptique, mon premier réflexe est de provoquer, de bousculer. 12, 5, 3, Parfois. Médium charisme. Mon score baisse, tant mieux. Voilà, c'est entre exceptionnel et médium. Entre exceptionnel et nul, quoi. Non, médium c'est le milieu. Ça me définit très bien, je suis souvent exceptionnel et souvent nul. Voilà, donc si vous voulez tester votre charisme, pour une seule montrer solution. que Léo n'a pas triché et qu'on a vraiment fait le test. Ah oui, j'ai vraiment fait. Ah ben je trouve plus. C'est avant ça. Bah tant pis, c'est pas grave. Enfin, croyez-nous, on a vraiment fait le test. On a vraiment fait le test. Si vous voulez, si vous voulez savoir si vous êtes charismatique, une seule solution. Achetez Management et faites le test. Ou alors, je sais pas. Qu'est-ce qu'on peut faire pour savoir si on est charismatique? En général, on est au courant. Voilà, en général, on est au courant. Stéphane, je crois que c'est la fin de ce podcast. Merde! De cette vidéo. Et oui, déjà que le temps passe vite. C'est la fin de cette petite vidéo. On passe le bonjour à tout le monde, à tous ceux qui nous écoutent. Alors, il y a plusieurs issues à cette vidéo. Oui. D'abord, pouce en l'air. Voilà, ça, pouce en l'air, sinon directeur des publications la prochaine fois. Voilà, directeur des publications. On partage aussi. Oui. On partage sur Facebook, sur Twitter, en fax, etc. Oui, c'est ça. On n'oublie pas le jeu concours, si on veut rejoindre nos 2 amis qui sont déjà ici. Et surtout, on lit la presse, on lit Virginie Ledoyen, tiens le magazine, on lit Management, on lit Néon. Si vous voulez retrouver tout ce dont on a parlé, c'est bon, ils ont vu là, je voilà, pense. on a tous vu, Yang Liu, et voilà, et c'est parti. On leur dit au mois prochain? On leur dit au mois prochain. Plus il y aura de pouces, plus on a de chances de revenir. C'est ça. Et vous avez peut-être dû remarquer que cette fois-ci on était en vidéo, donc faites-nous savoir si c'est mieux. Si c'est mieux, si vous avez apprécié et si l'image vous apporte vraiment le plus que l'on s'est donné la peine de vous apporter. Voilà, au mois prochain et à après-demain pour ceux qui viennent en séminaire et sinon pour les autres au mois prochain. Merci, salut.